Merci Mustapha. Non, on va faire son micro. Merci pour... Et là, on t'a travaillé la copie, là, c'est bien. Oui, quand je suis arrivé à Bordeaux, c'était pour travailler sur les insectes de la vigne au début, à l'invitation de Jacques Stockel, qui est décédé, d'ailleurs, qui habitait pas très loin d'ici. On a beaucoup travaillé ensemble. Et je me souviens... Donc moi, j'habitais Martillac aussi. Et je me souviens être venu vous voir, monsieur Cressman, car mes premières expérimentations sur les papillons de la vigne, je les ai faites ici. Là, d'ailleurs, il y en avait qui ont testé quelques pièges sur les parcelles qu'on voit ici, et puis d'autres à Haut-Nouché, donc où on testait des pièges à base d'arômes de plantes, attractifs, répulsifs, et aussi on faisait de la confusion sexuelle déjà. Voilà, donc donc je connais bien les lieux. Vous voyez, il y a une petite vidéo qui bouge là. Ça, c'est le travail de tous les jours sur les frelons. Voilà, donc là on est en train de récupérer un nid sous un toit, vous voyez, on travaille dans un nuage de frelons qui sont tous venimeux, qui piquent tous, et qui ont la fâcheuse tendance à balancer des giclées de venin dans les yeux, en visant très bien d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est une collègue doctorante, et je crois que c'est toi Michel qui est à côté d'elle sur l'échafaudage là. Donc ça c'est au pied de Bouliac. Hein. Là vous voyez on a des espèces de scaphandriers qui sont... Plus que des tenues d'apiculteurs, c'est carrément caoutchouté, assez épais, donc ils peuvent pas piquer au travers. Et le problème, c'est les gants, car ce sont des insectes qui peuvent piquer au travers des gants en cuir. Voilà. En particulier, ils visent au niveau des piqûres. Alors, écoutez, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de tout ce qu'on sait sur les frelons asiatiques. Alors, quand Mustapha est venu au labo, là, il voulait qu'on fasse une conférence là-dessus. On a discuté avec lui, et puis ma collègue ici présente... On est parti sur un titre un peu provocateur, hein, un peu qui fait le buzz un petit peu. À la relecture, je me suis dit pourquoi on a mis le mot chance, donc on va quand même en discuter. Provocateur parce que bon, le frelon fait des très gros dégâts depuis qu'il est entré en France. Donc est-ce qu'il va devenir une chance? Eh ben je sais pas, mais on va essayer de globaliser un petit peu ça sur les invasions biologiques en général. Est-ce que le fait d'avoir des invasions biologiques c'est une chance ou est-ce que c'est une malchance? Alors il y a 36 manières de voir ça. Alors une chance, je fais remarquer quand même que Homo sapiens c'est une espèce très invasive, et donc c'est nous-mêmes. Donc si c'est une malchance, si c'est dommageable, à ce moment-là c'est une malchance que la planète soit peuplée par plus de 8 milliards d'individus maintenant, que nous sommes. Donc on peut philosopher là-dessus. Moi je vais pas trop rentrer dans cette philosophie, donc on va rester un petit peu plus sur l'agriculture. Alors vous verrez que je fais quelques clins d'œil à quelqu'un qui est décédé, que j'admire beaucoup, qui est Pierre Desproges, et d'ailleurs qui a une très bonne culture scientifique. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé au 19e siècle. Alors nous on est vigne ici, on est très vigne quand même. Donc ce qui fait que vous voyez, on a des images de phylloxéra ici. Donc on est au 19e siècle. On a le phylloxéra qui est une espèce invasive qui nous vient des États-Unis, qui rentre en France. Et puis on a Scaphoidus titanus qui nous vient aussi des États-Unis. Lorsqu'on a replanté tout vignoble avec des porte-greffes américains pour régler le problème de la crise phylloxérique en France. Un petit peu avant ça, on a eu l'introduction du doryphore, on a eu aussi évidemment l'introduction de la pomme de terre avant, mais vous voyez qu'en agriculture, quand même, on a eu affaire à des espèces invasives qui sont bien célèbres. Si on regarde maintenant un petit peu en Aquitaine aussi, en Aquitaine, on n'a pas trop de chance non plus, alors pas que en Aquitaine, mais bon, est entrée la pyrale du buis, qu'on connaît tous. En Aquitaine, il y a beaucoup de châteaux qui ont des plantations de buis, hein, on a beaucoup de buis, qui fait des très gros dégâts depuis une dizaine d'années. Et en vigne aussi, on a la punaise diabolique, qui est maintenant devenue un ravageur de la vigne. Et on a eu aussi, qui est rentré il n'y a pas très longtemps, 2014 en Aquitaine, 2010 en Côte-de-Provence, et Drosophila suzuki, qui au début a terrorisé un petit peu tout le monde. Vous savez que les drosophiles sont des ravageurs de la vigne. Donc Drosophila suzuki attaque les fruits, adore les baies rouges, et a la fâcheuse tendance à attaquer les baies de raisin cépage rouge, ce qui est au contraire des autres drosophiles qui attaquent plutôt les blancs qui génèrent la pourriture acide. Pour ceux qui sont intéressés, je fais un clin d'œil j'essaye de retrouver mon pointeur, à Ephicia, qui est un site internet gratuit monté par l'INRA, par des collègues de Bordeaux, beaucoup par des collègues de Bordeaux, mais pas que. Et vous voyez, ephicia-inra.fr, où là, vous avez tout un tas de fiches documentaires sur des milliers de ravageurs, des milliers de maladies des plantes, etc., etc. Et c'est aussi un site de sciences participatives qui permet de faire remonter des observations si vous en avez. Alors 2004, c'est une mauvaise année pour en France. On attrape le moustique tigre,
qui rentre en France, et la même année le frelon asiatique à pattes jaunes. Donc nous, on va parler plutôt du frelon asiatique. Je reviens à mes petits clins d'œil sur Pierre Desproges. Bon, c'est hors cadre. En 1980, autant que je me souvienne, enfin du moins moi je l'ai lu en 1980, son bouquin, Pierre Desproges, qui a écrit beaucoup de romans, pas que, mais il écrit un livre qui s'appelle, c'est rigolo comme tout, parce qu'il écrit un livre qui s'appelle Des femmes qui tombent. Alors je sais pas si certains l'ont lu. Donc les femmes qui tombent, c'est un moustique qui rentre dans des vieux pneus, chez un importateur de pneus d'occasion. Donc il y a un moustique, qui est pas le moustique tigre, hein, mais dans les résidus d'eau qu'il y a dans les pneus, voilà. Et ce moustique, il va avoir tendance à tuer les femmes dans un petit village, spécifiquement. Donc tout le roman, c'est ça. Je vous invite à le lire, c'est remarquablement écrit. Et c'est rigolo parce que le moustique tigre, en 2014, donc 24 ans après, il est rentré exactement de la même manière, c'est-à-dire à côté de Nice, par un importateur de pneus d'occasion qui venait d'Italie, et le moustique tigre était dedans. Donc c'est rigolo, c'est précurseur. Alors on peut pousser l'aspect précurseur un peu plus loin, parce que quand même, dans ces tribunaux des flagrants délires, Desproges, il a aussi fait, un jour où il savait pas quoi faire, il improvisait énormément, il savait pas de quoi parler, il a quand même fait un réquisitoire, il est avocat de la partie civile, hein, dans le tribunal des flagrants délires, pour ceux qui connaissent, sur le pangolin. Donc vous savez que le pangolin était suspecté quand même d'être responsable du Covid, et il concluait son réquisitoire en disant « Surtout ne faites jamais de mal à un pangolin, car sinon l'humanité va périr ». Et personne ne savait ce qu'était le pangolin à l'époque. Enfin si, sauf les naturalistes, mais enfin bon. Voilà, donc ça c'est les petites blagues un peu de... Voilà, donc le frelon en 2004, il rentre, on sait où, à Villeneuve-sur-Lot, tout a été tracé. Les apiculteurs du coin autour de Villeneuve-sur-Lot ont très vite vu les abeilles qui se faisaient prédater par le frelon, et le signal d'alarme a été donné, mais selon moi pas assez fort. Voilà. Bon, il risque d'y avoir des titres qui vont être coupés, parce que là on n'a pas... Bon, alors... Donc le mot invasion, avec bien un S à la fin. Alors, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur les espèces invasives. Pourquoi ? Parce que ça a des incidences écologiques énormes, et ça a des incidences financières qui sont aussi énormes. Donc là, je vous montre une courbe qui... alors, on trouve plusieurs publications avec ce genre de courbe. Celle-là a le mérite de reposer sur beaucoup de données, et vous voyez que depuis 1880, sur l'axe des abscisses, jusqu'en 2000... elle s'arrête là, hein, celle que j'ai pris, vous voyez qu'il y a une augmentation constante du nombre d'invasions biologiques et qu'il y a une corrélation qui est quand même assez bonne avec les échanges commerciaux sur la planète. Ça génère des coûts qui sont absolument énormes. Alors en ce moment, c'est la mode justement d'essayer de chiffrer les coûts des invasions biologiques. Donc là, on n'est pas sur le frelon, hein, c'est toutes invasions biologiques confondues. Et vous voyez que différents secteurs d'activité, sur le diagramme de gauche, payent des tributs qui sont assez différents, et l'agriculture paye un très fort tribut, de même que la foresterie. Alors nous qui sommes en Aquitaine, agriculture et foresterie, et comme j'ai dit tout à l'heure, en agriculture, la vigne a reçu beaucoup d'espèces d'invasions biologiques, donc on paye assez cher en coût écologique, et donc en coût financier aussi, même si les coûts financiers sont parfois un petit peu difficiles à chiffrer. Pour ceux qui sont intéressés, en bas je mets les références des publications qui sont toutes accessibles sur Internet, hein, voilà. Voilà. Donc, et puis ça, c'est une approche un petit peu plus fine qui permet de dire que, par exemple, en agriculture, c'est beaucoup des dégâts sur la culture. Donc, la barre bleue, vous voyez, c'est plus de 95% qui sont des dégâts, et la barre marron qui est la gestion de ces invasions. Vous voyez, au contraire, que, par exemple, pour tout ce qui est politique publique, on a beaucoup plus d'investissements et de coûts qui sont liés à la gestion de ces invasions biologiques. Alors un article, je le cite ici parce que il a le mérite d'être tout frais et puis d'être par des collègues français qui justement travaillent là-dessus, qui est accessible aussi, hein, sur donc invasion biologique, et se poser la question de prendre toutes les invasions biologiques et de voir si ça coûtait plus cher ou moins cher que les natural hazards, ça veut dire les événements climatiques, les inondations, les tornades, etc., etc. Donc ils ont travaillé beaucoup de données et ils montrent qu'en 40 ans, les pertes financières induites par les invasions biologiques sont pratiquement équivalentes à celles des événements naturels. Chose qu'on n'a pas souvent tendance à imaginer. Que ces coûts des invasions augmentent plus rapidement que les autres, que les catastrophes naturelles qui sont à peu près constantes. Tandis que là, ça augmente en permanence. Ça veut dire bientôt, ça va dépasser les coûts de ces événements naturels et ensuite, ça va devenir très cher. Et que tous les investissements qui sont dédiés à la prévention et à la gestion de ces invasions biologiques, ils sont 10 fois moins élevés, puis là ils sont gentils quand ils sont 10 fois moins élevés parce qu'ils sont très faibles. Ça veut dire on investit très peu pour essayer de limiter les invasions biologiques. On en reparlera sur le frelon. Le frelon fait partie de ces bestioles, on a parlé du moustique tigre aussi, qui sont rentrées parce que finalement on n'a aucun système de surveillance en France. Alors,
Parlons gros sous, donc là on est sur des milliards de dollars. Une autre étude qui avait été faite avant celle des collègues français du CNRS, qui parle de 1200 milliards de dollars US, donc c'est pas rien quand même, alors que vous voyez les coûts des catastrophes climatiques sont à 1914, donc on est à peu près même ordre de grandeur. Ici c'est un petit peu moins, ça a été fait un petit peu avant, et vous pouvez voir ici des courbes. Alors pour ceux qui sont intéressés, donc Storm c'est les tempêtes, ici on a les invasions biologiques, c'est la rouge, BI, donc qui est en deuxième position, derrière les tempêtes, Earthquake, c'est les tremblements de terre, etc., etc., etc. Alors donc on est en 2004, et avec tous nos transports maritimes, on fait rentrer des containers en France. Donc les containers, à cette date-là, il y a 2 points d'entrée, c'est Le Havre et Marseille, pour faire simple. Et ensuite, ça transite en camion, entre le point jaune ici et puis Et très vite, donc ici on est à Villeneuve-sur-Lot, et on observe les frelons qui viennent, et donc on s'ameute pas vraiment. Donc il y a les premières observations d'apiculteurs qui disent « Oh là là, on a un nouveau frelon qui est plus sombre, qui est un peu plus petit que les anciens, qui vient devant nos ruches, ils ont l'air d'être plus nombreux. On les tue avec des raquettes de badminton, on fait ce qu'on peut parce qu'on n'a rien d'autre. » Il faut remonter ça auprès des grands scientifiques que nous sommes tous, et tout le monde leur rigole au nez, évidemment, en disant mais non, mais c'est pas possible, ça va s'arrêter. Alors il y a eu le c'est pas possible, il y a eu le ça va s'arrêter tout seul. Il y en a même qui en ont rajouté une petite couche en disant oui, mais si on payez-nous une mission en Chine là au point de départ, et puis on va regarder les données climatiques, et puis on va s'apercevoir que c'est pas les mêmes que chez nous, donc si c'est pas les mêmes chez nous, bah ça va s'éteindre tout seul cette invasion biologique. Comme l'a fait Barky Mustapha, il y avait Spratberry qui est le spécialiste qui a écrit ce livre qu'on trouve sur Internet, que nous on connaissait, mais enfin on va pas faire les malins non plus pour autant, sauf qu'il l'a écrit quand même en 75, donc les Néo-Zélandais, les Australiens, les Anglais, ils ont tendance à appeler les frelons non pas hornets mais wasps. Donc lui, ce Spratberry, c'est le spécialiste des frelons, et donc il raconte la biologie des frelons, qui sont pas si nombreux en nombre d'espèces sur la planète. Il a beaucoup travaillé là-dessus, et il dit clairement à cette date-là qu'il faut surtout ne jamais laisser des frelons rentrer sur un territoire. Les Néo-Zélandais, c'est leur tasse de thé, ça. Les Australiens aussi, on a vu ça sur le Covid. Si on ferme tous les ports, on laisse plus rentrer personne, on laisse plus entrer personne. C'est leur manière de gérer, d'empêcher les invasions biologiques. Ce que nous, on sait pas faire. On en discutera peut-être après. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Toujours est-il, on savait que ça menait à la catastrophe. Donc là, il y a un projet européen qui se monte à l'égide du Muséum national d'histoire naturelle, avec les collègues du CNRS de Gif-sur-Yvette, qui nous demandent à nous, parce que c'était aussi les copains de Bure-sur-Yvette, la science, vous savez, c'est un peu, oui, je pense que tout le monde sait, c'est un peu un monde où il y a des gens qui sont amis, copains, tout ça, on a tendance à vouloir travailler ensemble, c'est comme ça aussi que ça se fait, les relations dans le monde du travail. Donc il y a Gérard Arnold qui me dit faut absolument qu'à Bordeaux vous travaillez dessus. On nous confie la lourde charge de mettre au point un piège, des méthodes de piégeage. Bon, depuis on a fait un peu autre chose. Et ce qui est remarquable, c'est qu'à cette époque-là, Gérard Arnold il lance une thèse d'une fille qui s'appelle Mariangela Arca, qui a travaillé la génétique des populations, qui a donc échantillonné des frelons un peu partout en France. Il y en avait encore pas partout en France. Quand elle a commencé ses échantillonnages, on va dire en gros, il y en avait dans cette zone-là. Ils n'avaient pas encore commencé à migrer sur tout le pays, puis dans les autres pays étrangers, et de regarder un peu, de comparer l'ADN microsatellitaire des insectes qu'elle échantillonnait, et ça lui a permis de montrer qu'ils avaient tous des similarités génétiques très fortes, et donc de conclure que c'est une seule femelle fécondée, peut-être 2, mais normalement ça doit être une, parce que 2 c'est assez improbable, étant donné que dans une colonie il y a une seule fondatrice, il y en aura, c'est pas possible. À peu près impossible qu'il y en ait 2, et fécondé par 4 à 8 mâles. Donc, ça permet de construire la théorie que les containers, il y a une fondatrice qui est rentrée ici. Ah oui, alors cette Mariangela Arca avec Gérard et puis avec d'autres collègues, ils ont évidemment, sont allés échantillonner l'ADN des frelons qu'on trouvait dans cette zone présumée de départ, et ils ont trouvé des similarités génétiques énormes. Donc on a construit la théorie qui dit qu'il y a une fondatrice qui est montée dans un container ici. Les containers sont pas étanches, elle a pris le bateau. Ce trajet-là, il prend à peu près 1 mois, entre ici puis Le Havre. Selon moi, c'est Le Havre. On en discutera peut-être après, si vous voulez savoir pourquoi. Et atterrit ici, puis là, le container, il est chargé sur un camion. Et là, il y a à Villeneuve-sur-Lot, il y a deux sites possibles. Alors, tout de suite, ça a été mis sur le dos d'un
pépiniériste producteur de bonsaï, qui s'appelle Jean Guélinou, qui est un des très bons producteurs de bonsaï en France, et ça lui était mis sur le dos parce que lui, de temps en temps, il fait rentrer des containers de poteries chinoises qui viennent de cette zone-là. Nous, on le connaît bien, Guélinou, et ça a été oublié un peu vite, les gens du muséum oublient un peu vite que à côté de chez Guélinou, 10 km plus loin, il y a quand même une des 5 plateformes d'importation en France de Jiffy, des magasins Jiffy. Voilà, donc vous la voyez, celle de Villeneuve-sur-Lot ici. Donc moi, un coup, je suis allé me pointer à côté, et chez Jiffy, ils rentrent une dizaine de containers par jour, quoi. Bon, donc après, c'est une question de probabilité, ça dit pas qui est responsable, ça on peut pas le savoir. Alors, donc là, on se trouve avec des frelons, avec des bêtes qui sont décrites très invasives, on loupe le début de l'invasion, on réagit pas, et après, je vais vous montrer comment on court derrière depuis maintenant 18 ans. Voilà. Voilà, alors les frelons, c'est des insectes qui, dans l'inconscient, génèrent pas mal de choses. Vous voyez, alors, fameuse équipe de basket, où a joué Tony Parker d'ailleurs, les Charlotte Hornets, bon, ils sont un peu moins bons qu'avant. Dans l'armée française, les hélicoptères d'attaque, on les appelait les frelons. Donc, d'une manière générale, les frelons, ça a la réputation d'être quelque chose de costaud, d'être indestructible, d'être... voilà. Donc ça fait peur. Alors, je vais dire qu'on a de la chance parce qu'on n'a pas récupéré Vespa mandarina. Donc Vespa mandarina, vous le voyez là, ça c'est le frelon qu'on a récupéré, Velutina pas de jaune. Vous voyez la différence de taille, donc mandarina il est quand même 2 fois plus gros, plus que 2 fois plus gros, même il attaque l'homme, il attaque l'homme, vraiment. Tandis que Velutina, il nous attaque pas. On peut marcher à côté de Velutina qui sont en train d'attaquer une ruche, ils nous feront pas de mal, sauf si on essaye de les écraser. Par contre, ils nous attaquent si on veut attaquer leur nid, c'est-à-dire leur maison. Ils sont tous originaires d'Asie. On connaît 24 espèces qui sont tous de différentes tailles, ils sont tous très invasifs. Et pour l'instant, il n'y a aucune éradication qui n'a été possible, sauf les Espagnols qui postulent qu'ils l'ont éradiqué sur l'île de Majorque. Donc c'est vrai, mais sur l'île de Majorque, ils sont très sympas quand même, c'est l'île d'où vient Nadal. Excusez-moi, je suis fan de Nadal en tennis, donc ils sont quand même plus forts que les autres. Et lui aussi. Et peut-être qu'ils ont utilisé les raquettes de tennis. Non, je connais la méthode qu'ils ont utilisée. Donc, par contre, ils ont tout de suite, dès qu'il y a eu les premières colonies qui sont rentrées sur l'île, ils les ont tout de suite observées, ce qui est plus facile que chez nous peut-être, et ils sont tout de suite réagis. Voilà, avec des méthodes très efficaces. Donc, en France, on a seulement 3 espèces de frelons. Alors, on a Crabreau, qui était déjà là avant 1800, ça on le sait, qu'on considère tous comme le frelon natif d'Europe. On l'appelle d'ailleurs frelon européen, il n'est pas plus européen que je sais pas qui d'ailleurs, mais enfin, ou peut-être que les autres. Donc lui aussi, il vient probablement d'Asie, sauf qu'il est rentré il y a très longtemps en Europe. Et on avait Velutina en 2004, une seule introduction en Europe, ça s'est confirmé, et depuis cette introduction, il n'y a pas eu d'introduction successive. Et il y a 2 ans, 3 ans, il y a des collègues qui ont d'ailleurs fait le buzz voulu faire le buzz avec Rhangiotalis. Bon, alors Rhangiotalis, ok, il est observé. Donc Rhangiotalis, que vous voyez là, il est un peu plus petit, il fait ses nids dans le sol, il fait des colonies beaucoup plus petites. C'est un auxiliaire de culture, c'est aussi un pollinisateur, reconnu comme tel. Il n'est pas très nouveau en Europe, on l'avait déjà en Italie, en Espagne, en Grèce, en Hongrie il y a plus de 30 ans, en Israël évidemment, mais ça c'est pas l'Europe. Donc qu'il soit présent à côté de Marseille, qu'il rentre à côté de Marseille il y a 3 ans alors qu'il était en Italie, qui est à 150 km, il n'y a rien d'exceptionnel non plus, quoi. Je pense qu'il était déjà avant, et qu'on l'avait pas forcément vu. Alors revenons sur Crabreau, puisque nous en France, on va dire, et typiquement dans la région Aquitaine, on est confronté à des crabreaux et des Velutina. Et de temps en temps, on voit les crabreaux qui viennent aussi attaquer les ruches. Donc une invasion ancienne, probablement, et quand je dis avant 1800, en tout cas on a Réaumur en 1742, qu'observe un nid de frelons, pour ceux qui veulent aller lire de la vieille littérature. Bon, Réaumur est un entomologiste célèbre en France. Il fait une description d'une 20aine de pages de la construction d'un nid de frelons sur la terrasse de sa maison, enfin c'est du style d'écriture de Fabre et de ce type d'écriture, donc c'est assez sympathique à lire. Donc lui, c'est en 1742, il écrit la construction d'un nid de frelons, donc les frelons européens, Vespa Crabreau, étaient bien rentrés à cette date-là. Du moins, il était déjà là à cette date-là, et déjà en région parisienne. Et ce qui est intéressant, alors les hyménoptères, Mustapha t'a dit que j'étais un des grands spécialistes des hyménoptères, non, quand même pas, il y a meilleur que moi, et bon, moi je me lis bien un peu aux frelons, puis un petit peu aux abeilles, mais bon, ok.
Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que sur les hyménoptères et sur les abeilles, il y a beaucoup de neurobiologie qui est faite, parce que ce sont les insectes qui ont les plus gros cerveaux, et qui ont des comportements d'apprentissage, des choses comme ça, assez sophistiqués. Et donc, ça fascine un peu tout le monde, hein. Et donc déjà, vous avez un monsieur Vialan en 1887 qui fait des études histologiques et organologiques, je lis le titre en même temps que vous, hein, sur les centres nerveux, c'est comme ça qu'il appelait son article. Donc c'était son 4e mémoire sur les cerveaux de la guêpe, et il l'appelait une guêpe, donc Vespa crabro. Où donc là, il fait toute l'anatomie du cerveau de cet insecte. Voilà. Donc, vous voyez, c'est déjà ça fascinait le monde, et déjà et ça inquiétait le monde aussi. Donc déjà, il y avait des scientifiques qui se penchaient dessus. Alors, chance ou malchance. Donc, j'ai pas mis de majuscule à chance, j'en ai mis une à malchance. Donc, moi, je suis plutôt du côté de ceux qui disent que c'est une malchance et que c'est une catastrophe. Voilà. Mais on en discutera après si vous voulez. Jusque maintenant, on n'a pas de rôle vraiment positif de Vespa velutina, contrairement à Crabro orientalis. Crabro est réputé, en particulier par les Allemands, pour être un auxiliaire de culture, manger des conilles pucerons, etc., etc. Donc, un insecte qui est utile à l'agriculture. Orientalis, pollinisateur, ok, prédateur aussi d'autres insectes. Par contre, les effets négatifs qu'on voit pas trop avec Crabro et Orientalis, et ben avec Velutina, on les a, ils sont très forts et ils vont durer très longtemps. Voilà. Et pour l'instant, Velutina, comme les deux autres d'ailleurs, n'ont pas vraiment d'ennemis naturels contre eux. Alors donc malchance, et d'autant plus malchance. Donc à peu près un petit peu après, il a envahi aussi la Corée. Hein. Voilà, un peu de la même manière, hein, par des transports, etc., etc. Malchance aussi parce qu'on connaît pratiquement rien sur la biologie, et ça, quand on a une invasion biologique, j'ai vraiment du mal avec ce pointeur. Voilà. Bon, je trouve pas. Souvent, on a des invasions biologiques avec des animaux dont on connaît pas bien la biologie. Là, c'est particulièrement le cas. Donc, ça veut dire dès le début, on sait pas quoi faire. Beaucoup en France ont négligé ce potentiel invasif au début. Ça, je pense, ça a été une très grosse erreur. Et on la paye maintenant. À cette époque-là, on nous disait, ouais, ben, on a de la chance, on n'a pas Vespa japonica, mandarina, hein, le gros frelon que je vous ai montré avant, qui lui était bien connu, qui faisait peur à tout le monde, etc., etc. On se disait, il va rentrer un jour sur un territoire. D'ailleurs, il est rentré aux États-Unis ensuite. Mais nous, on l'a pas eu. Voilà. Et l'autre malchance qu'on a, c'est qu'on a affaire à, comme j'ai dit, des très gros envahisseurs, que les frelons sont très résistants, mécaniquement. Ils résistent à des fortes températures, ils résistent au froid. Alors quand je dis mécaniquement, ça veut dire si vous voulez tuer un frelon en tapant dessus avec une raquette, il faut se matcher fort. Voilà. On le voit avec mon ami Michel là sur les pièges électriques dont on parlera tout à l'heure, c'est qu'il y en a quand même qui résistent assez longtemps à des décharges électriques qui sont assez fortes. C'est un insecte qui a un système immunitaire qui est très efficace et qui a des capacités cognitives étonnantes. Ça veut dire évidemment c'est des insectes qui sont capables d'apprendre plein de choses, et quand on apprend c'est pour s'en servir la plupart du temps, et donc c'est des insectes qui ont un gros pouvoir potentiel d'adaptation à des nouveaux environnements, et c'est pour ça qu'il est aussi colonisateur, ce qu'on a pu voir. Et il est très efficace à la défense du nid. On a vu tout à l'heure les deux collègues là qui étaient en train de décrocher un nid avec tous les frelons qui volent autour. Il faut avoir un gros cœur au début pour continuer à attaquer le nid quand il commence à sortir et à se mobiliser. Et donc ils sont capables de projeter du venin, et puis évidemment de piquer aussi. Et les piqûres sont très douloureuses. Mais moins allergisantes que les piqûres d'abeilles, mais très douloureuses. Voilà, alors si on regarde un peu la présence, donc en 2002, donc il y a le Muséum d'Histoire Naturelle, MNHN, qu'on fait une base qui s'appelle INPN. Vous allez sur Internet et vous trouverez les différentes cartes que je montre ici, sur les différentes années. Donc en 2022, c'est-à-dire l'an dernier, on en était à cette situation. C'est-à-dire tout ce qui est vert, c'est colonisé, tout ce qui est orange, c'est récemment colonisé. Voilà, alors je suis pas trop d'accord avec eux, parce qu'à Venise, ça a été colonisé bien avant. Mais enfin, c'est pas très grave, on va dire c'est un détail. Donc vous voyez, ça commence à monter à l'Angleterre et au nord de l'Allemagne. Donc moi je pense que ça s'arrêtera ici, il faut quand même pas exagérer, mais enfin ça fait quand même une très grande partie de l'Europe. Au départ, une des premières publications en France sur le frelon asiatique disait « Oh là là, mais cet insecte, on va prendre les zones de similarité climatique, j'en ai parlé tout à l'heure, et il n'ira que dans les bourgades et les régions qui sont similaires climatiquement à sa zone de départ. » Donc si ça avait été vrai, ça veut dire qu'il serait arrêté là. Tac, il serait pas descendu au sud. Donc évidemment c'était pas vrai, mais quand ils ont sorti l'article, on le savait, on s'en doutait. Moi je faisais partie des reviewers de l'article, bon,
On n'a pas trop écouté ce que je disais, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, donc le point d'origine, il est là, donc en 2004. Là, je prends différentes cartes. Vous voyez que dès le début, le point d'invasion est là. Il a tout de suite filé. En gros, qu'est-ce qu'il a fait? Il a suivi l'autoroute qui fait Bordeaux-Montpellier. Voilà. L'histoire ne dit pas s'il avait un badge de télépéage. Je pense que non, mais bon. Et là, ce que dit pas cette carte non plus, et selon moi, c'est une erreur, parce que c'est tout de suite, on a vu une colonie près du Havre. Assez vite. Elle n'a pas pu être vérifiée, donc cette base de données, elle ne mentionne que ce qui est vérifié. Mais le fait que c'est pas été vérifié, du coup, elle apparaît pas sur les cartes. Et vous allez dire, c'est peut-être anecdotique, mais ça laisse penser, si on a trouvé une colonie ici dès le début, c'est que probablement elle est rentrée par le Havre. Voilà. Et ça dit aussi une deuxième chose, c'est que probablement quand le container est entré, ça veut dire on avait le nid qui était déjà avancé et qu'il y avait des fondatrices qui commençaient à en sortir. C'est-à-dire il y aura des fondatrices qui seraient sorties ici, peut-être peu. Le camion il charge, en 2 jours de camion c'est fait, et ensuite il dépose son container ici, et là toutes les fondatrices sortent sur ce point-là. Voilà, alors 2010, et puis là la Bretagne commence à être touchée. Alors nous ce qu'on a compris en Aquitaine ici, c'est que d'abord ils suivaient les cours d'eau. Ça, par contre, c'est les collègues du muséum Quentin Rome et quelques autres collègues qui ont très bien montré ça. C'est que la progression suivait les cours d'eau, le réseau hydrique. Donc les fleuves ici, donc Garonne, Dordogne. Et ensuite, les nids de frelons, ils ont commencé à s'installer sur les étangs. Alors là, il y en a qui ont dit, oh ouais, mais il va pas aimer l'eau salée. Foutaise. Donc maintenant, il y en a plein en Bretagne. Et qu'est-ce qui structure l'installation des nids de frelons en Bretagne? C'est les ports de pêche au départ. C'était Lorient, Douarnenez, Concarneau, maintenant Brest. Je sais pas si je les ai en diapositive, les images de la communauté urbaine de Brest, mais enfin, il y en a énormément autour de Brest. Voilà. Et puis là, d'ici, ça a tout de suite traversé le Pays Basque, et c'est parti là, assez vite. Et maintenant, vous avez tout le Pays Basque, tout le Portugal, où même, ils ont peut-être même des plus grosses populations que nous en Aquitaine. Donc ça, c'est pas peu dire, parce que nous, on a de la densité de population en Aquitaine. Alors, donc là, je mentionne les fronts d'invasion. Pourquoi? Parce qu'on a monté une étude, là. On tarde un petit peu à publier les données et tout ça parce qu'il y a plein de mesures à faire et tout. Pour essayer de comprendre les vitesses de propagation, on compare les insectes qui sont sur le front d'invasion à ceux qui sont sur l'épicentre de voilà. Avec l'hypothèse de départ qui traîne chez pas mal d'insectes quand même, les insectes migrateurs, les insectes invasifs, que c'est pas les mêmes individus, le même type d'individu, le même type de morphologie et de génétique aussi qu'on va retrouver sur le front et à l'épicentre. La question est de savoir, en gros, si c'est les grosses reproductrices et celles qui ont une très grosse fécondité qu'on va retrouver sur les fronts, et c'est un petit peu ce qu'on a tendance à voir. Voilà. Donc là, je vais pas me prononcer plus parce que cette étude, elle n'est pas terminée. Alors, j'ai montré les cartes de France. Vous voyez, on est en 2019. Et là, déjà, on a vu que, là, vous voyez, on est à Nice, Monaco, Côte d'Azur, l'Italie est là. Et alors là, chaque point rouge, c'est un nid de frelons, qui a été détruit. Globalement, ils ont tout détruit, parce que tout ce qui est sur la croisette et bord de mer, ils sont tous assez visibles. Donc en gros, c'est facile de détruire les nids de frelons ici, parce qu'on les voit bien. Par contre, ici, vous voyez qu'on est dans l'arrière-pays niçois, qui sont très peu surveillés. On est en zone montagneuse, Mercantour, etc., et c'est très difficile à détruire. Mais en tout cas, une grosse densité en bord de mer. Donc déjà, ça nous laisse penser que les frelons, il n'est pas vraiment commensal de l'humain, mais qu'il aime bien les zones urbaines. Donc là, maintenant, on en est sûr de ça. Ou à peu près sûr. Tout de suite, il a fait des augmentations de population impressionnantes. Je vous ai dit, il est parti vers la Bretagne. Donc là, assez vite. Donc là, je prends le nombre de nids qui sont détruits officiellement en Bretagne. Donc en Bretagne, ils ont bien organisé la destruction des nids avec des associations locales, départementales, régionales. Donc là, c'est départements 22, 29, 35, 56, donc les 4 départements bretons. Nantes n'étant pas évidemment pas en Bretagne. Non, je blague, excusez-moi. Donc vous voyez, là quand même, c'est juste pour montrer le potentiel de destruction des nids qu'on est capable de faire quand les gens s'y mettent. Donc là, vous voyez, on est à 142, on passe à 400, 500, 2000, 3000, là on passe à 20 000. Voilà. Bon, on en parlera après. Il y a différentes méthodes. Et cette diapo-là, elle est juste pour dire que quand il est entré dans la Villeneuve-sur-Lot, la première année, il y a un nid qui a été vu, puisqu'il a été photographié, etc., etc. Il n'a pas été détruit parce que on préférait voir ce que ça allait donner. Voilà. La deuxième année, il y en a 50. La troisième année, il y en a 300. Donc 300, c'est rien du tout. C'est ce qu'on détruit. Mon collègue Michel qui est là, à Bouliac, là, il y a des années où t'en as détruit 70 rien que sur Bouliac en une année, quoi.
Donc en détruire 50, en détruire, c'était rien du tout à faire, on aurait fait. Si quelqu'un avait dit il faut faire, on aurait fait, l'affaire était réglée. Voilà. Bon. J'arrête parce que des fois j'ai une petite tendance à dire que c'est de la faute des autres. Et moi je faisais partie du navire, hein, comme eux aussi, on n'a pas assez... non, on n'a pas assez tiré la sonnette d'alarme. Et puis surtout, si un petit peu quand même, hein, mais surtout, il y a personne pour l'écouter. Et au niveau national, au niveau de l'État français, la seule personne qui nous a écouté un petit peu, je fais pas de la pub pour elle, mais c'est quand même Ségolène Royal, quand elle était ministre de l'Agriculture, qui nous a écouté, mais pas de poids, elle s'est fait virer 15 jours après par son ex-mari, donc elle était plus ministre. Voilà. Ça, c'était en 2015, je crois, non, 2016. Voilà, donc elle a rien pu faire. Alors, les Espagnols travaillent beaucoup. Et vous avez vu tout à l'heure sur la carte, ça c'est intéressant pour comprendre justement de quoi a besoin le frelon. Donc il mange des abeilles, ok, ça on sait pas trop pourquoi. La vraie raison. Il peut manger du poisson, il peut manger... Ah, j'ai pas dit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un frelon et une guêpe, ça double régime alimentaire. C'est-à-dire les adultes ne mangent pas de viande, ils mangent du sucre, du nectar, des choses comme ça, du pollen, mais par contre les larves sont carnivores. Donc en fait, quand un frelon, il va chercher, une guêpe va chercher un morceau de jambon quand vous êtes sur la terrasse ou va attraper des insectes, c'est pour en faire de la bouillie pour nourrir ses larves. Voilà. Et pour comprendre pourquoi c'est aussi intense, d'abord dans un nid il y a beaucoup de larves, il peut y avoir beaucoup de larves sur un frelon asiatique, et les larves vont s'empresser quand elles reçoivent la nourriture de tout de suite régurgiter une récompense à l'ouvrière qui n'est pas leur maman, hein, qui leur sort, leur donner une récompense dont elles sont friandes et qui leur dit ramène-moi vite à manger. Donc le frelon il retourne tout de suite, ce qui fait qu'il fait beaucoup de va-et-vient comme ça. Et en gros, plus il va toucher de récompenses, plus il va... Voilà. Alors en Espagne, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de frelons dans cette zone-là, et tout simplement parce que c'est la zone aride de l'Espagne, c'est-à-dire on en trouve partout ici. On commence à en trouver à Gibraltar, on commence à en trouver ici, là on est à Valence, à Alicante, un peu plus bas même, et on n'en trouve pas ici parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc on comprend tout de suite, très vite, que les frelons n'aiment pas la sécheresse, et en plus, ils aiment pas le vent froid et puissant. Et si on regarde ça, le vent froid et puissant, on en connaît un bien en France, c'est la vallée du Rhône, c'est le Mistral. Et la vallée du Rhône a été une des dernières zones qui a été touchée. Et même encore dans le lit du Rhône, il y a encore très peu de nids de frelons, ils sont plutôt sur les côtés. Voilà, alors des belles photos. Alors ça, c'est typique, un frelon vole stationnaire devant une ruche, et tout de suite, il va focaliser les abeilles qui font ce qu'on appelle une barbe, hein, voilà, et qui a un comportement de défense. En gros, les abeilles se mettent devant pour boucher l'entrée de la ruche. Voilà. Et pour faire peur aux frelons. Donc le frelon, là vous en voyez un. Elle est belle cette photo parce que les frelons sont capables de faire du vol stationnaire. Comme les faucons, il y a très peu d'insectes qui sont capables de faire ça. Ça demande des capacités physiques et cognitives importantes. Donc là vous en avez un qui tourne le dos. Ils font pas tous ça. On sait pas trop son rôle. Peut-être que c'est un guetteur, peut-être que c'est quelqu'un qui signale aux autres frelons. Et sinon, il y a aussi des frelons qui arrivent direct, pof, ils viennent se poser là, ils restent pas là parce que sinon ils vont se faire engluer dans une boule d'abeilles et puis ils vont mourir. Et puis ils repartent avec une proie. Voilà. Et ensuite ils vont se poser, s'ils peuvent. Soit ils ramènent la proie entière au nid, soit sinon c'est quand même plus pratique pour eux de la découper. La tête c'est pas bon à manger parce qu'il y a plein de neurotransmetteurs, il y a plein de chitine, tout ça c'est pas très bon quoi. C'est dur. L'abdomen c'est pas bon non plus, c'est que du gras. Et par contre là où il y a des muscles c'est le thorax. Donc dans une abeille, là c'est un frelon qu'on voit, mais c'est le thorax c'est cette partie-là. Hein. Donc c'est cette partie-là où il y a tous les muscles parce que les pattes sont brochées dessus et les ailes aussi. Voilà. Alors tout de suite on s'aperçoit qu'il y a des grosses pressions de prédation sur les abeilles domestiques. Et ça a été quantifié au moins par 3 travaux scientifiques différents qui s'accordent à dire... alors ils sont pas tous à 38%, mais qu'en gros on est sur 30-40% du régime alimentaire, c'est des abeilles domestiques, sur toute l'année. Voilà. Peut-être certains disent pourquoi pas plus. Domestique parce qu'on ne sait pas sur les sauvages. Alors, ils prédatent aussi des insectes sauvages. Alors on va voir sur le cycle après ce qui se passe, en fait. Alors, jusqu'à maintenant, les comportements de défense des abeilles européennes sont relativement inefficaces. On va en parler aussi. Il y a peu de prédateurs, pratiquement aucun, et les prédateurs qui ont été décrits, donc il y a des gens qui parlent de pies, de mésanges, de mondrapivores, bon, c'est assez anecdotique. Pour un oiseau, pour aller attaquer un nid de frelon, il faut vraiment avoir le gros cœur quand même. Hein. Il faut d'abord le démolir, hein, la structure en papier, et puis ensuite il faut quand même résister aux piqûres, etc., etc. Les poules, sauf que les poules, elles peuvent attraper des frelons à hauteur de leur tête, hein, c'est-à-dire au ras du sol. Et il n'a pratiquement aucun compétiteur. Donc on a des méthodes de lutte qui sont assez peu efficaces, et je vous disais, Mustapha, c'est ce que tu disais, 1 million de nids, bon, c'est des estimations parce qu'on peut pas tout compter, il y a quand même plein de zones,
Maintenant en forêt, en montagne, etc., où il n'y a pas de vrai échantillonnage des nids de frelons. D'ailleurs, même nous, en Aquitaine et à Bordeaux, c'est pas des vrais échantillonnages qu'on a, on est assez incapable de dire combien il y a de nids. Donc l'éradication, faut l'accepter, elle est plus possible. On était quelques-uns à dire au début qu'il fallait pas imaginer une éradication, il y en a qui le disaient. Voilà, ça a peut-être été une erreur aussi. Donc, parce qu'on travaille pas de la même manière pour contrôler une espèce nuisible si on pense que l'éradication est possible que si on pense qu'elle l'est pas. Donc certains ont dit qu'elle le serait, et puis maintenant, ça sera plus possible, donc il faut faire autre chose, il faut revenir un peu en arrière. Le cycle de vie, c'est intéressant. Donc, pour mémoire, les frelons, ils ont un cycle de vie annuel. C'est-à-dire, on est où, là? On est actuellement au mois de avril, voilà. Mai, pardon. Donc, l'hiver est là. Vous avez des fondatrices qui hivernent. Voilà, on les marque comme femelles. Ce sont des reines qui viennent des nids de l'année précédente. Et donc, elles se séparent, elles vont hiverner ici. Elles sortent d'hivernation. On a capturé les premières à peu près mi-février, ici à Bordeaux. Évidemment, ça dépend des conditions climatiques, hein. Donc là, quand même, elles commencent à sortir et elles commencent à construire leur nid mi-mars, mi-avril, où on a des nids qui commencent à avoir à peu près ce type de taille. Voilà. Il y a une erreur, j'avais jamais vu ces mecs, ils devraient être ici, c'est pas marche. On l'avait jamais vu, hein. Vous voyez, on en voit tous les jours. Donc toute cette période-là, on a des fondatrices qui volent, et c'est pour ça qu'on capture les fondatrices. Avec des succès qui sont divers et variés, hein, on en parlera aussi. Et puis donc la fondatrice, elle est toute seule, a fait son ébauche de nid, a fait ses premières cellules. Donc les cellules, vous voyez, c'est des galettes qui sont empilées. L'ouverture des cellules est vers le bas. Et puis elle va prendre dedans. Donc elle fait tout. Elle pond, elle construit le nid, elle va chercher à manger aux premiers œufs qui ont éclos, aux premières larves. Donc c'est pour ça, elle passe son temps à sortir à 12 heures par jour, à faire le va-et-vient comme ça, et c'est pour ça qu'on peut les capturer. Parce que si elles sortaient pas, on pourrait pas les capturer. Ok. Et alors, d'un seul coup, et ça c'est encore un des mystères, la prédation sur les abeilles va commencer à peu près ici, selon les années. Globalement, alors par exemple, cette année, l'été dernier, c'était plus tard. Mais normalement, à partir de mi-juillet, commence la prédation sur les abeilles. Donc là, on commence à avoir les premiers frelons qui viennent sur les abeilles, et leur nombre va augmenter régulièrement. Voilà. Pour se stabiliser, au mois d'octobre, novembre, là aussi ça dépend. À Bordeaux, on a de la prédation on peut l'avoir jusqu'à fin novembre. C'est-à-dire, en gros, jusqu'à temps que les futures fondatrices soient produites. Donc là, le nid va grandir. À partir de là, il y a les ouvrières qui commencent à sortir. Les ouvrières qui sont nées ici, à peu près 2 mois d'incubation. La reine va à ce moment-là arrêter de nourrir, elle va continuer à pondre. Elle va arrêter d'entretenir la maison et arrêter d'aller faire les courses. Donc là, c'est les ouvrières qui vont prendre leur lait. Alors, elles attaquent pas les ruches. Ça, c'est un mystère. Pourquoi elles attaquent pas les ruches? Ça pourrait. Et pourquoi elles commencent à attaquer les ruches que ici? Alors, le diapo est coupé. Donc, j'ai mis 2 points d'interrogation. Une hypothèse, c'est qu'elles ont des besoins métaboliques à partir de ce moment-là et que c'est dans les abeilles qu'elles vont trouver ces types de molécules qui vont leur permettre de faire quoi? De fabriquer les fondatrices. Parce que les reproducteurs, ils vont commencer à être pondus par la reine ici. Ils vont être fabriqués à ce moment-là. Donc, là maintenant, il faut nourrir les futurs reproducteurs, que sont les futures fondatrices de l'année prochaine, et les mâles. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que les mâles ils aient le maximum de spermatozoïdes et de bonne qualité, et que les femelles elles aient le maximum de leurs ovaires, le maximum d'ovocytes, pour avoir un gros potentiel reproducteur. Et l'autre hypothèse, là on voit pas, la question est tronquée, j'ai écrit suffisamment de chasseuses disponibles pour pouvoir attaquer la ruche. Car c'est une attaque collective. Comme je disais, le frelon européen, il attaque pas les ruches, parce qu'ils sont pas assez nombreux. Et que, au début, les frelons, quand ils commencent à attaquer les ruches et qu'ils sont tout seuls au début, ils subissent des pertes. Parce que l'abeille, à un contre un, peut tuer un frelon. Par contre, dès qu'on est ici, là, c'est à peu près terminé, là. Nous, sur les sites à côté, La Ferrade, à Bouliac, les zones comme ça, c'est assez fréquent de voir les ruches, si elles sont vigoureuses, avoir une 40aine de frelons devant la ruche en permanence, quoi. Donc les abeilles, là, elles peuvent plus rien faire. Elles sont paralysées, elles peuvent plus rien faire. Alors, revenons au nid sur le cycle. Je vous montre ces photos. Ouais, c'est un peu bon. Donc ça, c'est le site de la mairie de Plouarmel dans le Finistère. Moi, je trouve ça joli ce qu'ils ont fait. Voilà, ils ont fait un montage des photos. Donc là, vous voyez la fondatrice qui fabrique le piton. Elle y passe beaucoup de temps parce qu'il faut que le point de fixation soit très solide. C'est lui qui va soutenir tout le poids. Puis ensuite, elle commence à construire un premier toit. Et là, sa première galette. On voit bien sur la photo. Et donc là, vous avez la première galette. Je crois qu'on voit un œuf. Voilà, donc elle commence de toute façon déjà à pondre, et puis ensuite elle va fermer le nid. Vous voyez, on est à J+5, il s'est passé 5 jours. Je vous garantis que pour une petite bestiole comme ça, pour faire un nid en pâte à papier sphérique comme ça, et construire les cellules dedans et pondre,
C'est pas la semaine de 35 heures, hein, il y a du boulot. Voilà. J+7, vous voyez, il augmente. Donc là, on commence à voir qu'il y a plusieurs couches. Ça, c'est pour isoler le nid. Donc les frelons, les guêpes ne thermostatent pas leur nid, ne thermostatent pas le couvain, contrairement aux abeilles. Donc il faut absolument que la structure soit très isolante. Vous savez tous que les insectes, ils régulent pas leur température. Donc eux, ils sont victimes de la température. S'il fait chaud, on se développe vite. S'il fait froid, on se développe plus. Donc il faut vraiment que la maison soit isolée. Là, vous voyez la fondatrice. Voyez, hop. On a J+16, et puis J+16, c'est le premier nid. C'est le nid à peu près comme ce que tu nous as décroché, Michel, il y a une semaine, quoi. Hein, voilà. Alors, les coûts financiers. Donc là, on a avancé un petit peu. Dans un projet européen qu'on a avec les Espagnols, donc c'est des projets européens qu'on appelle Arc Atlantique, c'est-à-dire les pays frontaliers de l'Arc Atlantique, comme leur nom l'indique. Donc une enquête qui a été menée, c'est un travail qui a été, les leaders c'était les Espagnols, mais nous on a participé, on nous a quand même pas mal participé à ça. Donc une enquête qui a été menée dans différentes régions, Nouvelle-Aquitaine, Galice, Pays Basque, Nord-Portugal, et toute la zone où il y a des fortes densités de frelons. C'est coupé à gauche, c'est je crois 878 réponses sur des questionnaires qu'on a envoyés dans les différentes associations de, non c'est pas 378. Donc alors ça c'est les réponses qui sont revenues, c'est pas celles qu'on a envoyées. Hein. Donc il en est revenu 107 de Nouvelle-Aquitaine. Alors en Nouvelle-Aquitaine, bon c'est un peu nous à l'INRA qui avons centralisé un peu ça, mais on a envoyé ça au GDSA, on a envoyé, toi t'en as transmis dans Michel, si je me souviens bien, au rucher du Périgord. Bon, pas tous les apiculteurs, mais enfin, on est content d'avoir 107 réponses, voilà. En Galice, ils ont été un peu plus efficaces que nous, Pays Basque un peu moins, bon, voilà. Ou alors ils les reçoivent, mais ils répondent pas. Il faut dire que l'Aquitaine, maintenant, c'est 80 000 km². Ouais. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus grand que le Pays Basque, que la Galice. Ouais. C'est aussi grand que le Portugal. Ouais. Donc on aurait dû avoir plus de réponses. Donc on est. Bon, il y a le côté rebelle, hein. C'est pareil, le Pays Basque c'est tout petit, mais ils répondent pas les Basques, parce que ça vient de. Non, je sais pas. Non, on blague. Voilà. Bon, en tout cas, alors par contre, ils ont fait un gros travail et ils sont débrouillés un peu tout seuls. Alors je sais pas quelle est la validité de ça, mais en tout cas, la valeur estimée de la production apicole en Nouvelle-Aquitaine, elle serait c'est des millions, 44 millions d'euros. Voilà. Pays Basque c'est 2 fois moins. La Galice c'est presque 3 fois moins. Voilà. Et donc ça, c'est les coûts de la lutte contre le frelon. Et ça, c'est intéressant parce que vous voyez 28, 34, 32, tout ça, c'est pareil. Ah, les Basques, encore eux, hein. Je sais pas s'ils sont rebelles ou pas, mais eux, ils veulent pas lutter, voilà. Mais en tout cas, vous voyez, ces 3 grosses régions, quand même, on a des coûts de lutte contre le frelon qui sont autour de 30%. Ce qui est intéressant, c'est, ok, on va pas discuter, c'est 35, c'est 40, c'est 20, 25, c'est l'ordre de grandeur qui compte. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont essayé de dispatcher ces coûts de lutte entre différents guichets. Donc, excusez-moi, c'est en anglais. Hein. Training cost, les coûts d'entraînement, entraîner les gens, apprendre aux perchistes à servir des perches, former les apiculteurs, etc. Les coûts de piégeage. Alors là, vous voyez déjà, là, on commence à exploser. 49% coûts de piégeage, 56%, 48%, 46%. Alors, en Galice, dans ces coûts de piégeage, ils mettent les herpes électriques que nous, on n'utilisait pas encore. C'est-à-dire, nous, c'est 49%, c'est uniquement les pièges à fondatrices. Ou pratiquement que les pièges à fondatrices. Donc, vous voyez, on a dépensé un coût énorme en pièges à fondatrices, et on en discutera tout à l'heure si vous le souhaitez, mais les résultats, on va dire, c'est peanuts. Parce que finalement, on n'a jamais réussi à juguler l'augmentation des populations, et on a dépensé énormément d'argent. Et en particulier dans la cuve bordelaise, où dès le début, on a subventionné très fort les pièges, etc., avec des résultats qui étaient assez moyens. Donc sinon, réduire l'entrée des ruches. Alors, la chose qu'il faut dire, c'est que les apiculteurs, bon, il y a des apiculteurs qui sont autonomes, hein, qui font ce qu'ils veulent, mais aussi les conseils qui sont donnés par soit les instituts techniques d'apiculture, etc., sont très importants. Et donc, ça influence beaucoup. Alors, par exemple, nous, en Nouvelle-Aquitaine, on a toujours prôné. Alors moi, j'étais pas un fervent défenseur du piégeage des fondatrices, donc je l'ai jamais trop mis en avant. Par contre, très vite, nous, on a fait partie des gens qui disaient faut réduire l'entrée des ruches, ce qui est presque une évidence, mais il y en a qui l'ont pas fait. Par exemple, Pays Basque, qui le faisait pas, ça. Les muselières. Donc alors, les muselières, bon, ça reste très marginal comme coût. Nous, par exemple, en Aquitaine, moi, j'ai jamais été persuadé que ça fonctionnait, les muselières, mais j'accepte la contradiction et qu'il y en a qui me disent que ça marche. En tout cas, nous, on n'en met pas devant nos ruches à nous. Le Trojan, donc c'est ce qu'on appelle le cheval de Troie. Alors, le cheval de Troie, tel qu'il est mentionné ici, c'est mettre des appâts chargés d'insecticides.
Donc en France, ça a été préconisé. Je vais pas en parler maintenant. Si des personnes ont des questions, on en discutera après l'exposé, parce qu'il y a quand même des choses à dire là-dessus, mais bon. Par contre, en Galice, eux, ils ont tout de suite incité les apiculteurs à utiliser ces appâts chargés d'insecticides, en disant les frelons vont ramener de l'insecticide au nid, et ça va marcher. Mais vous voyez que ça reste limité quand même. Je fais une parenthèse quand même, jamais personne, il n'y a aucune publication scientifique qui a montré que ça marchait, ce genre de technique. Alors, l'artificial feeding, c'est pareil, c'est conseillé dans certaines régions, comme au nord du Portugal, il conseille énormément aux apiculteurs de mettre des nourrisseurs, et voilà, et ça donne des bons résultats. Les herpes électriques, alors nous, c'est rudimentaire, parce que c'était pratiquement pas utilisé en France, et nous, autour de Bordeaux, bah, quand même, d'ailleurs, Michel, t'es un de ceux quand même qui promeut les herpes électriques, hein, mais par contre, ça a été beaucoup utilisé au nord du Portugal dès le début, depuis 3-4 ans, voilà. Pas dès le début, mais depuis 3-4 ans, donc c'est pour ça qu'ils en ont beaucoup plus que nous. Voilà. Et alors, vous allez me dire c'est marginal, 6% contre 2 contre toi, mais nous, on a toujours préconisé en Nouvelle-Aquitaine la destruction des nids, et le GDSA, ça fait quand même une quinzaine d'années qu'il a des perchistes, qui sont beaucoup des apiculteurs, qui font ça en bénévole, qui sont appointés. À une époque, on avait 53 perchistes dans le département de la Gironde, ce qui est beaucoup, hein. Maintenant, il y en a moins, hein. Il y en a pas mal qui ont décroché, voilà. Ok. Alors, et la science? Les muselières, c'est toi tu l'utilisais non peut-être? Non. C'est des espèces de dispositifs grillagés qui se mettent devant la ruche. Ouais. Alors, il y en a beaucoup qui ont dit ce qu'il faut c'est empêcher les frelons d'arriver sur la ruche, donc les éloigner. Alors on a tout eu. On a eu les muselières qui sont des grilles qui se mettent devant, qui permettent de ne pas approcher. Ça a le mérite de rassurer un peu les abeilles. Ouais. Oui, parce qu'on règle l'émail et bon, moi je trouve pas que ça ait des efficacités énormes. Il n'y a pas de publication non plus qui montre que c'est efficace. Il y a eu ceux qui ont mis des grillages autour, donc des grillages de 2 mètres de haut en tissu, en maille, en se disant les abeilles elles vont passer au-dessus, les frelons passeront pas au-dessus. Donc c'est rigolo parce qu'un coup j'ai observé un site où il y avait ça, et les frelons ils étaient posés au haut du grillage, ils attendaient que les abeilles passent au ras et là ils les chopaient, c'était bonheur. Parce que le problème c'est qu'un frelon qui attrape une abeille toute seule, il ne craint rien. Elle ne le tuera jamais. Ce qu'il faut, lui, c'est au contraire, pour qu'il se fasse tuer, lui, c'est s'il arrive dans la barbe. Où là, quand même, il a des bonnes chances de se faire tuer. Donc, moi, je fais partie de ces gens qui pensent que l'éloigner de la barbe des abeilles, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Ouais, bon, chacun croit ce qu'il veut, après, c'est bien. En tout cas, comme je disais tout à l'heure, ce qui n'était pas de peau, c'est que le frelon, quand il rentre, la science, ça sait rien faire. 3 publications en 2005, quand il rentre en France, sur le frelon, dont une qui était de systématique sur la morphologie. Ça dit rien, donc on connaissait rien sur sa physiologie, et vous voyez l'évolution, donc ça c'est bon signe. 2017, on est à pratiquement 150 publications scientifiques, avec plein de choses qui commencent à être faites. 2023, on a dépassé les 220 publications, donc ça veut dire la science avance. Voilà. Alors là maintenant, je vais vous parler un peu de ce qu'on fait nous ici localement, à l'INRA de Villeneuve-d'Ornon. Voilà. Donc je mentionne que le nom de collègue, comme tu disais tout à l'heure, Mustapha, tu dis... Denis était directeur d'unité à Save, il a embarqué toute l'unité, non. Vous remarquerez que c'est tous des doctorants, des post-doctorants. Ici, il y a une ingénieure, une doctorante espagnole, mais qui est venue passer 3 mois. Le seul en poste, c'était moi, quoi. Voilà. Donc, mais très bien, mais je veux dire, mais il y avait surtout tout ça, ce sont des gens de talent. Donc, finalement, on se débrouille très bien. En tout cas, on a fait pas mal de choses. Alors, cette photo-là, vous l'avez vue. Donc Michel, là, ici présent avec la doctorante qui sort un nid de frelons qui nous était bien utile. Donc nous, il nous faut du matériel pour travailler au labo. Donc il faut qu'on capture des nids. Donc déjà, c'est chaud. Parce que d'abord, faut en trouver. C'est pas simple. Et puis ensuite, faut les ramener au labo en bon état, etc., etc. Voilà. Donc en fait, si on veut se débarrasser d'un nid de fruits d'un doctorant, c'est un problème. Alors, d'ailleurs, nous, ça nous intéresse et on le fait. Michel, il a mis sur pied, on en parlera tout à l'heure avec la mairie de Bouliac, une asso qui fait ça bénévolement, mais normalement sur le territoire de Bouliac, hein. Mais bon, si vous nous appelez à l'INRA, voilà, on peut y aller. Voilà, à condition que ce soit accessible, etc., etc. Sinon, il y a les perchistes. Je disais tout à l'heure, les gens du GDSA, il y a toute une liste qui font ça bénévolement aussi. Alors bénévole, ça veut dire quand même, eux, ils payent les produits, c'est 2 heures de travail le soir à 9-10 heures le soir, donc en gros, faut mettre quelque chose dans la cagnotte, quoi. Une caisse de 12 bouteilles de la Tour Martillac ou 6. Ouais. Alors, donc là on récolte les adultes, vous voyez, donc on les met en boîte et puis là on commence à travailler différentes choses, hein, des comportements.
Voilà, on peut mettre des nourrisseurs, on peut les infecter, les contaminer, et puis on ramasse des morceaux de couvain sur lesquels, là aussi, on a beaucoup travaillé sur la nutrition des larves. Ça, c'est une manip, visiblement, on essaye d'infecter avec des champignons parasites le couvain. Voilà, on en parlera plus en détail de tout ça. Donc, nous, on a tout de suite surfé la vague de la lutte biologique, parce que c'est aussi ça qu'on fait en vigne, etc., du biocontrôle, et puis c'est ce à quoi on croit, voilà. Et que moi, très tôt, je pensais qu'on pourrait de toute façon pas faire autre chose que ça, voilà, efficace. Mais quand même, il y a des freins. C'est d'approcher le nid. Alors autant c'est facile de travailler sur une abeille, de l'ouvrir, de mettre une combinaison, voire de faire des ruches vitrées, tout ça, autant un nid de frelon, on peut pas. On peut pas, puis on n'a pas le droit. Ça, c'est l'autre problème. Ils ont un système immunitaire qui est très efficace. C'est-à-dire qu'il les défend contre des bactéries, qu'il les défend contre des champignons parasites, et qu'il les défend contre des parasites aussi. Il fait des colonies très populeuses. Bon, en gros, ça serait plus facile de dézinguer un nid de frelon de Vespa crabro que de Velutina, et voilà, tout est plus simple. Par contre, il y a des faiblesses, et c'est là que nous, on pense qu'il faut lutter. La fondatrice en début de printemps, donc maintenant, il commence à être un peu trop tard. Ils prédatent les proies et ils vont s'infecter avec des virus, tels que, par exemple, ça a été montré par les collègues d'Avignon, qu'on analysé des frelons qui, en mangeant des abeilles, vous connaissez le virus des ailes déformées des abeilles, hein, qui participe au déclin des colonies d'abeilles, et ben ils ont trouvé que les frelons attrapaient ce virus, et donc on espère que plus tard, ça participera à leur contrôle. Alors, nous, on a travaillé sur des champignons pathogènes depuis maintenant 7 ans. Donc, les champignons pathogènes, ce sont des champignons parasites. En gros, ce sont des mycoses chez les insectes qui font énormément de dégâts aux insectes. Il y a pas mal d'insectes en agriculture qui sont contrôlés par ce genre de champignons. Voilà, vous voyez, le champignon, il commence à pousser au niveau des articulations, ici, et par les membranes intertegumentaires. Voilà. Et là, vous voyez, au bout de 4-5 jours, un adulte qui est complètement parasité par le champignon. Vous voyez, c'est absolument horrible. Il doit souffrir énormément d'ailleurs. Donc là, dans la liste que je vous disais, là, des doctorants, post-doctorants, et il y en avait une quinzaine. On a Juliette, là, qui a travaillé en thèse avec moi, et on a publié 2 publications où on a montré que ces champignons étaient efficaces et qu'ils se contaminaient entre eux. Voilà, je vous passe les détails. On a mesuré ce qu'on appelle des doses létales 50, c'est-à-dire où on tue 50% des individus. En moyenne, en 6 jours, vous avez tué 50% des individus si vous les contaminez, et qui se contaminent entre eux. Donc c'est quelque chose, on y croit bien. Donc actuellement, il y a une thèse à Toulouse de Mathilde, qui était dans la liste là aussi, et qui va terminer cette année, où elle travaille un petit peu tout ça. Voilà, dans un financement qui est l'ADEME, hein, qui est l'agence pour... je sais plus. Tu sais, Moustapha ? Développement, puis après le EME, je sais. Ok, on peut pas lire, c'est pas grave. Alors, j'ai eu tout à l'heure d'énormes problèmes avec cette diapo, et je vois qu'elle n'est pas comme je le... Alors, pour lancer le truc, alors sur les champignons, en ce moment, on est en train de faire des expérimentations à Orléans. Je vous montre ce qu'on fait, voilà. Donc, on fait tourner les bêtes c'est rigolo, hein, sur des manèges de vol, comme ça. Excusez, c'est pas de ma faute, c'est de la faute au diaporama. L'image est un peu comprimée, normalement, devrait être resserrée comme ça. Donc là, vous voyez, vous avez 4 frelons qui sont fixés sur un balancier comme ça, qui tournent. Il y a des déflecteurs, c'est pour le travail aérodynamique, ça. Et vous avez le frelon qui est là, et il va tourner. Donc là, l'objectif de ce qu'on fait là, c'est on infecte des frelons, et on les compare avec des frelons non infectés, et on regarde si ça va modifier leur vitesse de vol, et le temps qu'ils mettent à tourner. Voilà. Donc ça, on fait ça avec Céline Rad d'Orléans qui a développé cette technique sur où ils font plein de bestioles, les processeurs du pain et tout, mais il y a beaucoup de gens qui font ça. Hein. Au CIRAD, par exemple, là j'étais avec des collègues, ils font ça sur les charançons du palmier à huile, c'est des gros charançons comme ça. Ouais. Les frelons, ils volent, s'il vous plaît. Alors le frelon, il est assez lourd, il a un vol qui est quand même au ras du sol, donc là, même hauteur que les abeilles. Par contre, son nid, quand il est à 20 mètres de haut, il faut qu'il monte à 20 mètres de haut, hein, quand même. Donc il est capable de monter. Mais oui, si on suit un frelon comme ça en courant derrière, ça vole à peu près 5 km/h, 6 km/h, il vole toujours à peu près à hauteur de la table, un peu plus haut, voilà. Alors vous voyez, le dispositif, il est là, donc il y a un ordinateur qui pilote tout ça. Là, vous avez 4 tours de vol, et là, c'est dommage, parce que là, on voit une frelonne qui est fixée par son étiquette. Bon, on verra tout à l'heure. Voilà, on voit bien, vous voyez. Là, elle est en train de battre des ailes. Donc elle est fixée, et elle tourne. Voilà. Alors les abeilles ont des comportements de défense.
On a travaillé là-dessus, je vais pas trop en parler là, parce que d'abord on n'a pas traité toutes les données et tout ça, puis c'est un peu compliqué, donc l'idée c'est de voir si, voilà, au départ, alors on a d'autres espèces d'abeilles, nous on est sur Apis mellifera, on parle pas des races d'abeilles ici encore, et ce qu'on sait c'est qu'Apis cerana et Apis dorsata, son comportement, sont capables d'un comportement de défense. Voilà, donc là vous avez cerana, et donc elle se range comme ça sur la planche de vol, et elles font un comportement, une espèce de danse comme ça rythmique, qui fait peur aux frelons. Donc ça c'est impressionnant, parce que les frelons quand ils arrivent là, ils repartent tout de suite. On sait pas ce que ça veut dire dans leur inconscient, avec les abeilles, nous elles font ça. Mais ce comportement-là, mon collègue Gérard Arnold, déjà en 2009, il l'a filmé, heureusement j'ai vu le film, hein. Et heureusement il a encore le film, et il y a plein de gens qui ont dit mais non c'est pas vrai, tout ça, Photoshop, non c'est pas vrai. Donc on a vu des Apis mellifera qui sont capables de faire ça, mais mal. Si elles sont capables de le faire, ça veut dire qu'elles vont être capables de l'apprendre, et de se communiquer les uns les autres. Par contre ce qu'elles font, c'est une boule. Donc vous voyez ça c'est des manips que nous on a faites, justement toujours avec les mêmes personnes, là, vous voyez un petit fil de pêche là, donc là vous avez un frelon vivant qu'on balade comme ça devant la barbe, et on mesure sur les différentes races d'abeilles à quelle vitesse elles vont être capables de faire la boule autour. Donc là, vous voyez une boule typique, une vingtaine, trentaine d'abeilles. Au passage, il y en a quelques-unes qui vont quand même planter l'aiguillon au milieu de la boule. À réchauffe. Donc, évidemment, on n'est pas complètement décérébré, donc on a aussi mis des thermocouples à l'intérieur et mesuré la température. Donc on a mesuré que ça ne montait jamais au-dessus de 47, 48 degrés à l'intérieur d'une boule, ce qui est déjà beaucoup. Donc une abeille, elle meurt à cette température-là. Par contre, les frelons, on en a pris, et on les a mis dans des enceintes climatiques à 50 degrés, toujours vivants. 51 degrés, toujours vivants. 52 degrés, toujours vivants. Pendant une demi-heure. Et le froid? Le froid, bon, on peut les mettre dans un congélo, ils ressortent au bout d'une demi-heure, ils rebattent des ailes, sans problème. Les insectes supportent très bien le froid. D'une manière générale, tous. Ils se mettent du sucre dans le sang, où beaucoup d'insectes sont capables donc le sucre c'est du tréhalose, et sinon beaucoup d'insectes sont capables de fabriquer du glycérol. Le glycérol c'est ce qu'on met dans le réservoir des antigels des voitures. Voilà. Et puis sinon ils s'enterrent dans le sol. Les nids de frelons l'hiver, ils seraient vides? Ça dépend où. En tout cas ils sont vides, il n'y a plus de fondatrice. Ils sont vides Et il peut rester des larves. ils peuvent revenir de... Non, jamais, ils réutilisent jamais un vieux nid. Alors, l'autre projet sur lequel on travaille, on vient de recevoir un financement Ecophyto, mais ça fait quand même 4 ans qu'on travaille là-dessus avec d'autres financements avant. L'idée, c'est de voir un petit peu si en se nourrissant d'abeilles qui sont bien contaminées aux pesticides, tout le monde connaît quand même, il y a beaucoup de littérature maintenant, on sait que ça les désoriente, qu'elles sont plus capables d'apprendre, etc., etc. Et moi, je fais partie de ces gens qui pensent que les frelons, ça va être pareil. Donc les frelons, ils mangent des abeilles, ils se chargent en pesticides. Donc le projet, c'est d'attraper, je joue simple, hein, d'attraper des frelons, d'attraper des abeilles, on passe tout ça dans des super machines analytiques, ici c'est de la chromatographie liquide haute performance avec la spectrométrie de masse derrière, c'est basique quand même, et on regarde ce qui se passe. Voilà. Alors, on a déjà alors ça c'est la première publication qu'on vient de sortir dans un grand journal de sciences de l'environnement, où on a comparé des espaces urbains, donc l'espace urbain c'est Bordeaux et la Cube, suburbain, là on s'éloigne un petit peu de la Cube, Bouliac en fait partie, et les espaces ruraux, là on s'éloigne encore. Et là on va regarder, alors dans la publication qu'on a sortie, il y a plus le détail des produits par molécules, etc., etc. Là on les a regroupés par classe chimique, donc les fongicides en rouge, les insecticides, les miticides et les produits synergisants. Les produits synergisants, c'est les agents de formulation dans les formulations fongicides. C'est les excipients que vous voyez dans les boîtes de médicaments. Quand on marque excipients, c'est des synergisants et des agents de formulation. Et ben là, quelle ne fut pas notre surprise, que on en trouve pas mal dans l'espace urbain, presque plus que dans les zones agricoles et viticoles. Voilà. Donc ça veut dire la viticulture, pour ce qui concerne les abeilles et les frelons, bon, il n'y a pas beaucoup d'abeilles en viticulture non plus, hein. Voilà, mais en tout cas dans ces zones-là, ils sont pas plus chargés en tout cas qu'ici. Et surtout qu'ici, qu'est-ce qu'on va trouver dans l'espace urbain, c'est-à-dire l'espace domestique, c'est-à-dire les pavillons, etc. Voilà, et puis tout ce qu'on va trouver en ville, c'est des fongicides et des synergisants. Et là, on va trouver seulement ici des insecticides. Voilà. Donc on est en train de travailler tout ça, et puis là maintenant, on a une postdoctorante qui va travailler 3 ans là-dessus, où on va détailler un petit peu tout ça. Donc là, on en est, je vous disais, la science, ça progresse, 220 publications, etc., etc. Je montre ça parce que c'est un doctorant qui était cité dans la liste tout à l'heure, Antoine Couteau, qui est maintenant en Écosse, où il fait de la neurobiologie sur les papillons en Écosse, qui a fait un super joli travail sur le cerveau des frelons,
Je vous disais, il y avait Monsieur Vialan en 1877 qui avait décrypté le cerveau des frelons, donc Antoine, il a fait pareil, avec un petit peu d'autres techniques, hein, mais quand même. Et donc, il a comparé, alors ce travail-là, il compare des fondatrices avec des mâles et avec des ouvrières. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas les mêmes structures de cerveau, ce qui est quand même assez sympathique. Et il a fait aussi un autre travail, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui compare trois espèces de frelons, voilà, et où il trouve que ces trois espèces de frelons qu'il a étudiées, il n'en a pas fait plus sur les 24, on peut pas non plus, c'est déjà un travail de fou. Il montre qu'il y a des homologies qui sont énormes entre les trois espèces, c'est-à-dire tous les frelons donc ont des cerveaux qui sont fabriqués pareil. Ce qui est intéressant ici, c'est si on regarde le système olfactif, la partie olfactive du cerveau, et on a ce qu'on appelle des MG, c'est des macroglomérules. Et chez tous les insectes, quand vous avez des macroglomérules, ça veut dire c'est des structures qui servent à traiter l'information des phéromones. Toute cette littérature-là, toute cette science-là est bien connue. Donc ça aide énormément parce que quand on voit ça, ça veut dire il y a des phéromones qui vont peut-être servir à quelque chose. Alors, la science avance aussi. Je vous le passe vite, hein, parce qu'on va pas faire par le menu toutes les publications qui sortent et les avancées, mais ça, c'est des choses qui vont faire progresser énormément. Émeline Favreau, qui est une Française qui a émigré en Angleterre, qui a fait un super travail, qui a séquencé le génome des trois frelons, donc tout un consortium. Nous, à l'INRA de Bordeaux, on en fait partie de ce consortium. Il y a une vingtaine de labos, hein, voilà. Donc, on a fourni des insectes et tout. Où elle a séquencé le génome. Donc, maintenant, on connaît le génome des frelons. Donc, ça va bien aider. On fait d'autres choses, hein, scientifiquement, sur le comportement, tout ça. Mais j'en parle pas là. Donc, si vous avez des questions, j'y répondrai. Alors, comment s'organise la lutte? Donc, déjà, depuis 2008, on fait du piégeage. Alors, tout de suite, c'était piégeage de fondatrices. Pour la jouer un peu provocateur, je vous montre pas les pièges à bouteilles que vous connaissez tous, hein, que vous utilisez. Mais par contre, je vous montre les pièges qu'on utilise, et en particulier dans Bordeaux. Donc ici, vous avez la clinique du Tondu, le stade Chabandelmas, il doit être là, c'est ça, ouais. Et donc, on a un collègue, alors c'est de l'anecdote, hein, qui est un ancien retraité, informaticien retraité, qui est un monsieur charmant, relativement âgé, qui est passionné par le piégeage de frelons depuis le début. Puis un jour, il est venu nous voir, il dit, ah, vous travaillez sur le frelon, tout ça, il dit, vous savez que moi j'en piège au jardin, il s'est construit un piège comme ça. Donc c'est un piège NAS. Vous voyez la taille par rapport à l'arbre, et lui il capture, alors vous voyez là c'est 2019, là c'est un exemple de fondatrice qui nous a ramené en début de semaine, donc toutes les semaines il nous ramenait une petite bouteille comme ça là. Ça montre une chose déjà, c'est quand on les garde comme ça, les fondatrices, elles s'attaquent pas les unes les autres et elles s'entretuent pas, contrairement à ce qu'ont dit certains collègues, qu'elles s'entretueraient et que ça empêcherait l'invasion de se propager. Voilà, je ne cite pas de nom, peu importe. Par exemple, l'an dernier, il nous a capturé sur un seul point de capture dans son jardin 55 fondatrices. Cette année, seulement 37. Voilà. Alors, soit ça diminue. Bon, on a toujours vu ça depuis une quinzaine d'années. Certaines années, ça descend, certaines autres années. Donc, faudrait voir l'an prochain. Peut-être que ça diminue, mais bon, il n'est pas dans une zone où il y a beaucoup de lutte. Ouais, mais c'est fini, là, maintenant, hein. Là, ça y est, les fondatrices, elles commencent à plus trop sortir de leur nid. Et là, par contre, avec son piège, il va continuer à piéger. Il va y avoir un trou, à peu près une semaine, 2 semaines, et les futurs qu'il va piéger, ça va être les ouvrières. Donc ça nous intéresse pas. Pour la lutte, hein, parce que piéger une ouvrière, ça sert strictement à rien. Ça fait une ouvrière de moins, mais bon, elle est pas reproductrice, elle. Donc tout ça pour dire que ça marche bien, et tout ça pour dire aussi que si lui, il en capture autant chez lui, il n'y a pas forcément un environnement propice, il n'y a pas de ruche dans le coin et tout, c'est qu'il y en a beaucoup dans la ville de Bordeaux. Et maintenant, on est à peu près intimement persuadé. On va travailler la dynamique du capture, parce que ça fait quand même 10 ans qu'ils nous les capturent, voir un peu comment ça varie, etc., etc., etc. Alors, nous, on a un tuteur, M. Ladoucette, à Codéran, qui avec sa raquette en s'en passe. Ouais. En ce moment? C'est un bon joueur. Ça m'étonnerait qu'il tue 200 fondatrices par jour, hein. Ouais. Ah, il doit confondre avec les ouvrières, non? C'est peut-être plus tard. Bon. On parlera des raquettes électriques après. Alors, je continue l'histoire du piégeage. Donc ça, c'est un collègue INRA qui était dans la liste que j'ai citée. Voilà, là, on comparait différents pièges, puisqu'au début, nous, quand on était dans le projet, le muséum voulait qu'on mette au point des pièges et qu'on fasse que ça, surtout qu'on ne vienne pas s'occuper d'autre chose. C'était bien de nous connaître, mais bon, donc on a commencé avec des pièges comme ça. Et moi, tout de suite, j'ai dit, Olivier, tu sais qu'on va pas s'embêter, on va déjà commencer à utiliser les pièges qu'on utilise en vigne, étant donné que c'est une bestiole qui est attirée par le sucre, etc., que c'est comme ça qu'on capture les papillons de la vigne, avec ce type de piège. On avait l'attractif qui allait bien, donc avec ça, déjà, on a capturé des quantités stratosphériques de frelons.
Et puis on a évolué, on en a un peu marre de faire des trous à la perceuse dans des seaux en plastique et voilà. Donc ensuite on est passé au piège bocal à confiture lavable avec entonnoir inox. Ça permet de les laver pour pas qu'il y ait de marquage chimique, répulsif ou attractif. Et là, bah vous voyez, c'est ce qu'on capturait dans une journée, quoi. Donc là, ils étaient posés sur des petits tabourets, voilà. On met un petit toit pour pas que la pluie remplisse le piège, parce que sinon ça dilue attractif. Et là, c'est pour montrer quand on a 4 types de pièges différents et 4 attractifs différents, les réponses significatives qu'on peut avoir. Donc ça, c'est de l'eau toute seule, et ça marche. Ça, on avait mis des extraits de frelons, on pensait qu'ils s'agrégeraient, ça marchait pas trop. Ça, c'était l'attractif qui est ici, donc un attractif à base de jus sucré, et là, qu'est-ce qu'on mettait? De la purée de poisson, fraîche. Et ça, c'est les photos qui étaient faites... D'ailleurs, donc ils ont un parc naturel, à côté de l'académie de tennis de Nadal. Il revient toujours, le monde est petit. Donc ils suspendent des sardines comme ça, et c'est un peu avec ça qu'ils ont éradiqué les frelons. Ils suspendaient, je participais, et ils suspendaient avec un crochet une sardine le matin, vers 10h le matin, hein, voilà. Là, vous voyez les frelons dessus, quelques mouches aussi. Je peux vous garantir que 2 heures après, il reste plus que les arêtes et la tête. Ils touchent pas la tête. Et ils touchent pas au boyau non plus. Voilà. Mais gérer des pièges, ça c'est un truc, j'en parle toujours, parce que, si vous voulez, en vigne, je sais pas si vous connaissez cette littérature, mais en 1913, dans le Sauternais, ils ont éradiqué les eudémies de la vigne pendant 3 ans avec des pièges alimentaires, mais seulement sur l'appellation Sauterne, qui était déjà ce qu'elle est actuellement, hein, c'est-à-dire, ils étaient sur Yquem, sur tous les châteaux qui étaient autour, mais ils ont mis 55 000 pièges sur le Sauternais, qui étaient relevés tous les jours, qui étaient comptés tous les jours, avec de la mélasse, la pâte est changée tous les jours. J'imagine même pas combien ça coûterait en coût de main d'œuvre si on faisait ça maintenant. Donc si on veut baser la lutte contre le frelon avec des systèmes de pièges, c'est ce qu'ils ont fait à Majorque. Seulement Majorque, ils étaient une 50aine de personnes, et Majorque, c'est tout petit, quoi. Voilà. Donc si on veut faire ça sur le territoire français, il va falloir employer du monde. Voilà. Ça va pas être simple. Alors, dans la lutte, heureusement, il y a des municipalités qui donnent l'exemple. Donc, moi je parle de Bouliac ici parce que on travaille beaucoup ensemble depuis longtemps, et j'ai été surpris de voir que l'Isle-Adam, alors je sais pas si vous connaissez l'Isle-Adam, c'est dans le Val d'Oise, région parisienne, et c'est pareil, ils organisent énormément la lutte, et depuis 4 ou 5 ans, vous voyez un beau nid de frelons là qu'ils ont photographié au bord de l'Oise là, et voilà, donc alors vous allez peut-être me dire mais c'est évident, mais le problème c'est que c'est encore très faible au plan national. Et au plan national, moi je fais partie des gens qui disent qu'il n'y a rien qui est fait. Enfin, alors, 2012, le frelon asiatique à pattes jaunes, il est classé comme espèce nuisible invasive en France, catégorie 2. Donc catégorie 2, normalement, le préfet, il doit organiser la lutte. Donc le préfet, c'est le plan national, hein, c'est pas les mairies. Hein. Voilà. Et au plan national, il n'y a rien qui est fait. Jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui est fait. La seule lutte un peu collective, c'est en Bretagne, mais c'est des assos, et beaucoup les assos d'apiculteurs, le GDSA, tout ça, qui ont pris ça en main. Je montre cette photo, ça nous a été envoyé la semaine dernière par Gaëtan. C'est que en Allemagne, il y a dans les affiches, je sais pas s'il y a des gens qui parlent allemand ici, mais moi non. On trouve que c'est quelle gare, ça? C'est quelle gare? Ouais, bon voilà, c'est pas une grande ville non plus, quoi. Et on trouve des affiches comme ça qu'il faut, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut lutter contre le frelon, non? C'est ça que ça. Je veux dire, nous on voit pas ça en France, nulle part. Enfin bon, c'est. Il s'exporte de plus en plus par rapport à son. Oui, ça veut dire qu'il est en Allemagne, mais je veux dire, ils en ont quand même moins que nous en France, et déjà ils commencent à rameuter un peu toute la population, quoi. Voilà. Alors destruction des nids, madame, vous demandiez comment on fait. Là, il y a 2 images. En gros, on va dire, il y a 2 techniques trois techniques pour. Soit il est perché haut, soit il est pas perché haut. S'il est pas perché haut, dans une haie, truc comme ça, on découpe autour, on le récupère, c'est simple. S'il est perché haut, j'ai parlé des perchistes. Là, vous en voyez un. Voilà. Donc, ils déploient des cannes télescopiques. Différents matériaux, ça peut être de la fibre de carbone, de l'aluminium, c'est plus lourd, mais bon. Et là, vous voyez un tuyau qui est branché dedans et il va injecter un gaz. Il y a 2 types de gaz. Avant, c'était du SO2 et maintenant, c'est plus ou moins interdit, donc, pourquoi je dis moins, c'est interdit. Et maintenant, ce qui est préconisé, c'est d'envoyer un insecticide neurotoxique dedans. Voilà. Ah oui, mais bon, c'est de la loi. Duralex, Sedlex. Voilà. Et là, sinon, vous avez l'autre méthode. C'est toi, Michel? Le capot, que ça contre les frelons, du capot dans les Ah, les bombes. Ah oui, c'est efficace, oui. Ouais. On peut y aller. Si on a un nid de frelons asiatiques. Oui, mais ça, c'est pour les nids qui sont sous une poutre ou un truc comme ça, où vous pouvez tirer dessus, oui, ça, oui. Oui. Faut quand même mettre des protections, parce que le pyrètre, c'est pas top, hein.
Maladie de Parkinson, tout ça Non? Bon. C'est toi, Michel, non? Non, c'est pas toi, la convoite d'eau. Bon. Sinon, à Bouliac, l'association de protection des abeilles de Bouliac, eux, ils pratiquent le tir de frelons au fusil. Au début, et quand c'est bien fait, c'est efficace. Voilà. Et donc d'abord, il faut des tireurs qui visent bien le nid. Non, mais ce qui est le cas, hein, je veux dire, eux, ils... C'est pas le frelon qu'on dit. Ouais, alors le nid tombe. Donc le nid va se fracasser. Il faut tout de suite toucher tu donneras les détails, Michel, hein. Faut essayer de tirer le point d'accroche assez vite, et le frelon, il va tomber, et là, il se fracasse, et là, vous voyez avec les collègues, Michel, on le voit là, par contre, à la lampe électrique, on récupère les frelons, les bouts de nid, ce qu'on peut, et là, c'est clair, les frelons qu'on récupère, ils ont les ailes hachées, ils ont les pattes cassées, etc., etc., donc ça leur fait des... Je pense que la taille du plomb de chevrotine, elle est importante aussi. Enfin, c'est toi le spécialiste, hein. Voilà. Ah bah oui, il y en a qui volent, ouais. Mais l'idée, c'est de casser le nid, quand même, et puis d'essayer de dézinguer la fondatrice, et le plus de... Ah oui, oui, mais ils sont hauts, hein. Ça, c'est pour les nids qui sont perchés dans les arbres. Hein. Alors, quand même, parce que l'intérêt de ça, c'est que le nid va tomber. Le défaut de cette technique-là, qui est très efficace, c'est que le nid reste perché, si on met de l'insecticide, et que de toute façon, il faudra le décrocher, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'on va pas laisser un nid traité en hauteur comme ça dans la nature. Et le gros intérêt de ça aussi, c'est que, typiquement, c'est des interventions dans des zones semi-urbaines, avec des gens qui sont un peu paniqués quand ils ont ça dans leur jardin, au-dessus de la piscine et des trucs comme ça. Donc le gros mérite, c'est que ça décroche le nid, et donc que les gens ils sont un petit peu rassurés. Alors, seulement les nids, faut les trouver. Alors là, j'ai mis ça un peu dans les méthodes de lutte, ça c'est des choses que nous on a fait à Bordeaux, c'est nous qui avons mis ça au point. Donc c'est de faire de la radiotélémétrie pour pister les frelons pour pister les frelons. Donc on attrape un frelon ici, que vous voyez gentiment posé sur la main, on pourrait presque l'apprivoiser, on peut les apprivoiser d'ailleurs. Donc on les attrape devant les ruches, on s'arrange pour qu'ils aient pas attrapé d'abeilles avant, et on va leur dire, on va te mettre une balise sur le dos, que vous voyez ici, donc miniature, une balise émettrice, c'est de l'émission radio, qui a un rayon d'action d'à peu près 200 mètres, 300 mètres, et une fois qu'ils ont ça sur le dos, la batterie est chargée ici, vous avez le circuit qui est là, l'antenne qui est là, on va les attacher, faut pas qu'ils perdent la batterie, parce que s'ils la perdent en vol, on perd le frelon, puis on perd la puce, donc ça vaut cher, hein, ça vaut 150 € à peu près, ce genre de puce, une balise émettrice. Avant de les relâcher, on leur apprend à voler dans une tente, donc on les lâche ici, parce que s'il n'arrive pas à décoller, c'est pas la peine, on le garde pas, on récupère la balise. Et donc on garde que ceux qui nous montrent qu'ils savent voler sur 3-4 mètres, et quand ils ont volé sur 3-4 mètres, on les emmène dehors, on les lâche et on les suit. Et avec ça, on arrive à retrouver à peu près 80% des frelons qu'on tag, ils nous ramènent à leur nid. Donc ça, c'est un exemple. Sur la ferrade, vous avez le centrinera qui est la rocade, c'est ça? Non, la rocade est là. Voilà, le centrinera est là. Donc évidemment, ces manipulants, on les a fait sur le centrinera de Villeneuve-d'Ornon. Et vous voyez entre le point de lâcher puis le nid, et ben là, en l'occurrence, il y avait une distance de 1300 mètres qui nous a permis de trouver le nid. Voilà. Il y a un problème, c'est que quand on voit des nids dans un jardin, on ne sait pas quoi faire, nous qui appeler. Alors, nous, avec une amie, on avait sonné, vous avez un nid de frelons. Avant, elle a dit, on appelait la mairie. Ouais. Maintenant, donc, il faut appeler je ne sais qui. Eh ben, faut appeler soit la mairie, soit sinon, il y a des perchistes dont les numéros de téléphone sont sur... Vous faites perchiste du GDSA, vous avez les numéros de téléphone des perchistes. Non, perchiste, c'est bénévole, hein. GDSA, c'est bénévole. Des destructeurs de nids, là, par contre, c'est payant. L'INRA, on en fait quelques-uns. Voilà. Voilà. Mais bon, c'est pas notre métier de faire ça non plus. Nous, on le fait quand ça nous arrange, quand c'est à côté de nos ruches, quand c'est dans le coin, quand c'est... Alors ça, c'est un point que j'aime bien présenter dans les exposés quand même. Parce que quand même, ça fait 18 ans qu'il est entré en France, et ça fait 18 ans qu'il se passe quand même... Bon, maintenant, ça s'active, mais pendant une dizaine d'années, c'est pas passé grand-chose quand même. Il faut essayer de comprendre un peu les mécanismes, c'est pourquoi on réagit pas vite en France. Je sais pas ce qu'il en est en Allemagne. Bon, Gaëtan, elle est partie, elle connaît mieux l'Allemagne que nous, mais bon, que moi, dans d'autres pays. Mais en tout cas, nous, on n'est pas très réactifs sur les invasions biologiques. Et pour deux choses. Alors, peut-être la lourdeur administrative. Oui, sûrement. Mais alors, moi, je vais mettre le projecteur sur un peu autre chose. C'est que dans la communauté scientifique, il y a aussi des gens qui... Alors, je veux pas m'interroger sur les raisons du pourquoi de la chose, mais il y en a qui essayent de prôner toujours un excès d'optimisme en disant on va s'en sortir, ça se réglera tout seul. Et ça a été le cas sur le frelon. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait énormément de communication sur leurs recherches et des promesses dans tous les sens, et ça a été des flops à peu près à chaque fois.
Donc je prends un exemple ici, on dira pas qui, mais peu importe, on trouve quand même dans la Nouvelle République de Poitiers, la Nouvelle République c'est quand même un journal à gros tirage, en mai 1919, un collègue qui dit le frelon asiatique, dans 5 ans on aura réglé le problème. Donc c'est l'année prochaine, donc l'année prochaine il n'y a plus de problème. J'ai le même truc en 2000, à montrer en 2010. Je viens de lire ce matin, dans un journal suisse alémanique, où en Suisse les frelons sont arrivés en 2017. Ouais. Et ça s'est un peu calmé et c'est reparti vraiment formidablement bien là. En 2017, c'est dit, oh non, c'est aucun danger pour les abeilles, c'est rien du tout. Et puis là, ça y est, ça commence à sérieusement s'affoler en Suisse. Donc ils comprennent. Le problème, c'est qu'on s'affole alors que maintenant, le problème est plus gérable. C'est pour ça que j'illustre ça avec une définition de l'optimisme qui vaut ce qu'elle vaut quand même. Donc un trapéziste volant qui essaye de rattraper un éléphant qui a lâché son trapèze. Chacun voit l'optimisme ou le pessimisme comme il veut. Voilà. Alors quand même, je vais juste mentionner 2 exemples de déception. C'est pareil. Alors en France, je crois que c'est en 2010, on nous dit « Oh, bah super !» À Nantes, ils ont trouvé que dans le jardin botanique, les saracénies, donc des plantes carnivores, attrapaient plein de frelons. Au passage, Nantes en Coupe de France, ils ont pris 5-1 contre Toulouse. Hein. Bon, donc on lance l'armada, faut faire venir les scientifiques, faut faire de la science autour de ça. Alors chacun fait ce qu'il veut, sauf que là, il y a quand même 350 000 euros d'argent public qui ont été injectés, une thésarde qui allait dans le mur, parce qu'elle n'a pas pu soutenir sa thèse, pour travailler sur une idée que les saracénies attirent les insectes, tout le monde le sait, que ça attire les frelons, tout le monde, pas tout le monde, mais on était un certain nombre à savoir que c'était pas vrai, que ça capturerait plus, que ça aurait plus d'effet intentionnel si on met des saracénies partout que la capture des frelons, un peu comme les pièges alimentaires. Et donc, ici, tout simplement, une publication, d'ailleurs, pour ceux qui lisent l'anglais, où ils sont obligés quand même de publier par déontologie, de dire que ça ne pourra jamais servir comme attractif. Voilà. On a la même chose sur les phéromones sexuels. Tout le monde a dit les phéromones sexuels. En se basant sur ce qu'on trouve chez les papillons, et en particulier en vigne, en confusion sexuelle, etc., etc., ça n'a rien à voir, les phéromones sexuels chez les papillons et chez les insectes sociaux. Donc, avec les phéromones sexuels, on fait pas grand-chose des abeilles, sur les bourdons non plus, et sur les frelons, on fait pas grand-chose non plus. Pareil, c'est-à-dire, on n'arrive pas à capturer de mâles suffisamment, ou si on les capture, c'est quand ils sont déjà couplés, etc., etc. Donc j'imagine même pas ce qu'on peut imaginer faire avec ça. Pourtant, il y a des publications scientifiques et beaucoup d'argent qui sont mises sur essayer de faire croire qu'on va développer des pièges avec des phéromones sexuels. Voilà. Alors, pourquoi piéger autour des ruches? Parce que ça, c'est notre credo maintenant, c'est là-dessus qu'on est, beaucoup. C'est pour réduire la pression de prédation sur les ruches avant l'hiver, donc pour renforcer les colonies d'abeilles, et surtout couper l'alimentation des nids qui est autour. S'ils peuvent plus capturer des abeilles, si on capture les frelons qui viennent chasser, les nids vont mourir de faim. Et juste au moment où on produit les fondatrices et les mâles. Et donc là, ça sera jackpot pour l'année suivante. Alors, au départ, moi, franchement, j'y croyais pas trop. Donc c'est le principe des raquettes électriques, hein. Sauf que c'est pas des raquettes, ou c'est des raquettes carrées et tout. Et puis c'est un peu toi, Michel d'ailleurs, et puis les collègues qui est autour de toi à Bouliac, qui nous avaient convaincus qu'il fallait se lancer là-dedans. Donc on s'est lancé là-dedans. Donc là, à Bouliac, il y a de plus en plus de ruches qui sont équipées avec ça, hein. Nous, on est équipés avec ça maintenant, la Ferrade. Et vous voyez ici 4 pièges. Donc c'est des harpes comme ça. Là, il y a une carte électronique. Ils sont alimentés par 2 harpes sont alimentées par une batterie de voiture. On met un bac récepteur ici pour que les insectes se noient. Alors là, c'est horrible, hein. Tous les gens anti-bien-être animal et tout, qui sortent de cette pièce là avant que je continue. Donc on les électrocute et ensuite on les noie. Donc c'est la chaise électrique en Amérique et c'est ce que pratiquaient les nazis naouïades. Bon, excusez-moi. Voilà, donc mais c'est très efficace. Voilà, donc vous voyez un réseau de fils comme ça. Voilà, donc il y a 2 pôles. C'est un peu pour que ça fonctionne bien et que ça soit spécifique, car c'est très spécifique. C'est pour ça que j'ai marqué sélectif. On règle l'écartement des fils à l'envergure des frelons. Et là, vous voyez, il y a une frelonne qui est prise sur un fil, elle va finir par tomber dans le bac. Alors, ça, c'est ce qu'on peut capturer dans une journée. C'est tout à fait intéressant, avec une harpe, c'est tout à fait intéressant parce que on capture des frelons qui ont différentes tailles. Donc, frelons de différentes tailles, c'est des frelons qui viennent de différents nids. Donc ça nous dit qu'il y a probablement 4 nids différents. C'est l'apprentissage ou c'est au bout d'un moment? Ils vont s'apercevoir à un moment, ils vont... Non, puisqu'ils reviennent pas, ils peuvent pas s'apercevoir de rien. Et ils peuvent pas transférer ce qu'ils ont vécu à leurs congénères. C'est ça l'intérêt. C'est qu'ils repartent pas, justement. Ah bah oui, parce que sinon ils apprendraient. Ça se vend, les harpes électriques? Ça se vend. Celles-là sont fabriquées par... c'est toi qui nous as fabriquées.
Voilà. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous, au mois de septembre? Parce que c'est bien d'avoir une vision comme ça, des photos, des cuvettes avec plein de frelons et tout. Donc, nous, on a essayé de quantifier un petit peu tout ça sur une manip qui a duré un mois, là, à l'INRA de la Ferrade, là, vous voyez ici. Donc, 4 harpes, 8 ruches. On a capturé, on est monté à 900 frelons devant 8 ruches en une journée. Voilà. C'est quand même assez, enfin, on était stupéfaits, hein. Au total, pendant tout le mois, on a capturé plus de 8000 frelons, tout le mois de septembre, devant 8 ruches. 8000 frelons, hein. Voilà. Et on a capturé seulement 900 abeilles. Vous allez me dire, oui, on a capturé des abeilles. Alors, quand même. Parce qu'on a beaucoup travaillé sur la prédation du frelon, on les marque, on leur met des codes couleurs, des trucs comme ça, on les attrape, on les relâche, et puis ensuite on les filme, on compte combien de fois ils reviennent devant chaque ruche, celui qui a un marquage coloré, tout ça. Donc on sait quand même pas mal de choses sur le frelon. Donc ce qu'on a déjà étudié, et ce qu'on a déjà publié, c'est que tagué, donc marqué, hein, ça veut dire, ça montre qu'un frelon, il peut revenir pendant à peu près 10 jours, une fois qu'on l'a marqué, devant la même ruche, et il peut capturer jusqu'à 4 abeilles par jour. Donc je vous laisse sortir la calculette. Ça veut dire que ces 8000 frelons, ils auraient probablement capturé 320 000 abeilles si on les avait laissés vivants. Donc moi, j'ai une manière un peu rapide de faire les coûts-bénéfices, c'est-à-dire 320 000 moins 9 000, ça fait 9 fois 4, 36, ça fait 4%, c'est ça, non? Ok. Ce qui est intéressant de faire, donc on a mis les balances sur des ruches, on a mis les ruches sur des balances. Donc il existe maintenant des systèmes de balance électroniques qui pèsent les ruches en continu, voilà, et qui communiquent par le net, elles ont une petite antenne, tout ça. On peut le faire avec des pèse-personnes, ça aussi. Donc il y a des balances qui sont équipées des ruches qui sont équipées de harpes électriques, celles qui sont en bleu, celles-là elles en ont pas, celles-là les bleues elles en ont. Donc je vous disais, on a 4 harpes électriques, et maintenant on va comparer l'évolution du poids des ruches qui sont protégées par les harpes électriques et celles qui le sont pas. Et ben vous voyez que les bleus au début ça décline mais pas trop, le poids, on perd pas trop de poids. Et là, à partir d'ici, d'une dizaine de jours, le temps que ça se remette en route et tout, que la protection commence à être efficace, on voit le poids qui augmente. C'est-à-dire les ruches qui sont protégées se remettent à faire des réserves, tandis que celles qui sont pas protégées, elles n'en font pas. Et elles perdent. Voilà. Alors, excusez-nous, on a arrêté la manip en septembre, on aurait pu la faire en octobre. Le prochain, on la fera plus longtemps, mais là, je pense que c'est suffisamment édifiant, la différence. Et donc, on en est maintenant à confirmer ce que des Espagnols juste avant nous ont publié, que les harpes électriques sont un très bon moyen de protéger les ruches à l'automne, début de l'automne. Alors, vous allez voir sur la diapo, là. Non, mais on les garde, nous, soit on les congèle, soit on les, voilà, on les mange. Il n'y a que le corps qui intéresse Donc j'ai décidé d'appeler le PDG de l'INRA et de lui proposer d'inscrire l'INRA à Top Chef. On a commencé à faire les premières manips à la Ferrade avec mes 2 collègues qui sont là. Hein, voilà, donc on essaie de soigner la déco des assiettes et puis on essaie de leur faire manger des frelons. Alors vous voyez, Zoé qui est dans la pièce, elle est contente de manger les frelons. Lui aussi, il a l'air content, mais bon. Alors tiens, donc c'est un peu pour rigoler, conséquences positives de l'invasion. Alors, ok, Top Chef, alimentation, boissons protéinées, ça c'est vrai, hein, c'est pas un montage de photo que je vous ai fait. Donc on trouvait dans le commerce des boissons à l'extrait de frelons. Et visiblement la boîte elle a plongé, mais quand même pendant quelques années ils l'ont vendu, c'était assez cher. Et alors on sait pas s'ils ont plongé parce que moi j'ai goûté, c'est pas très bon quand même, mais je suis pas très, c'est un peu le goût des boissons un peu protéinées là, à taurine et tout ça. Puis aussi ils ont voulu sponsoriser la Fédération française d'athlétisme, donc ça c'est pas top quand même, parce qu'on n'a pas gagné beaucoup de médailles quand ils ont fait ça, mais on en gagne, voilà. Je voulais vous montrer la vidéo là. Ça marche ou pas ça? Ouais. Ah ouais, parce que voilà. Alors sinon faire de l'espionnage avec des caméras embarquées. Donc là vous pouvez, mais c'est sérieux ça, hein. Vous pouvez voir une blatte là qui est équipée de sa petite caméra vidéo, qui est télécommandée. C'est facile de télécommander les insectes. Si vous voulez savoir, je suis intarissable là-dessus. Comment? Et donc les frelons, on peut les envoyer en vol pour espionner des sites. Alors si par exemple on veut espionner les recherches qui se font à l'INRA, il y a d'autres moyens. Hein. Je vous dis tout de suite, il y a des gens qui piratent les sites informatiques. Ah ça c'est pas accéléré, hein. Donc ça c'est les insectes qui tournent, voilà. Donc la grosse question de savoir si on va produire de l'énergie ou c'est juste du vent quoi qu'on brasse. Voilà. On blague, bien sûr. Alors moi les espoirs que je mets quand même c'est clair, parce qu'il y en a quand même. C'est des ennemis naturels qui vont commencer la régulation des populations, ça c'est sûr. Donc là je vous montre un insecte qui est contaminé par les champignons, dont on en a parlé tout à l'heure. Les collègues qui ont trouvé le virus déformant des ailes,
ça va forcément augmenter dans les colonies de frelons. Donc quand ils pourront plus voler, ils pourront plus aller chasser. Quand ils pourront plus chasser, les colonies s'éteindront d'elles-mêmes. Que la bioaccumulation des pesticides, là ce que je vous montrais tout à l'heure, là, les courbes avec l'analyse des insectes en chimie génétique, va commencer à produire ses effets. De même manière, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Les abeilles qui sont plus capables de s'orienter, qui perdent la mémoire, les bourdons pareil, donc les frelons pareil, ils ont besoin de s'orienter, de revenir au nid à plusieurs kilomètres, ils ont besoin de mémoire, ils ont besoin de choses comme ça, et les insecticides vont leur faire perdre ces capacités cognitives. Ça c'est presque une évidence. Le problème est de savoir combien de temps ça va prendre. Mais ça va arriver. Et que les colonies d'Apis mellifera vont commencer à se défendre, on commence à le voir. Et en tout cas, les colonies d'abeilles, elles souffrent quand même moins qu'il y a une dizaine d'années, dans les zones qui sont sous forte pression. Et il faudra surtout intensifier le piégeage autour des colonies, piégeage de fin d'été, d'automne, en fin d'été, et bien nourrir les colonies d'hiver, c'est-à-dire bien soigner les colonies. Moi, je suis boapiculteur, mais bon, Michel, tu peux répondre s'il y a des questions, mais quand même, il y a des pratiques apicoles qui sont pas très bonnes pour les colonies d'abeilles. Donc là, il va falloir progresser là-dessus, parce que là, elles sont sous pression, et voilà. Et on peut quand même beaucoup progresser là-dessus. Moi, je crois que j'ai presque terminé. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Et puis donc, surtout remercier les sponsors qui ont financé les recherches. Parce que, comme je vous ai dit, l'INRA donne pas grand-chose. Il paye les salaires, l'INRA, quand même, hein. C'est quand même pas rien. Faut pas, salaire, ça coûte cher. Remercier Mustapha, quand même, pour cette invitation parce que c'est super, ces conférences. Voilà. Moi, jusqu'à maintenant, j'étais jamais venu, parce que je savais même pas qu'il y avait ça, trop. Et maintenant, je viendrai. Voilà. Alors, on a glissé finalement dans le programme sur le temps de questions, donc tout ça est bien mélangé. Alors, quelques dernières. Moi, j'ai deux questions rapides. La première, c'est vous posez la question de le frelon vient d'Asie. Comment ça se passe là-bas? Parce qu'ils étaient il y a longtemps. Est-ce qu'il est endémique? Est-ce qu'il s'est développé? Est-ce qu'il a baissé? D'abord, il est en compétition avec les autres frelons, donc ils se font un peu la guerre tous. Ils ont beaucoup Apis cerana et alors par contre, eux, ils ont emporté Apis mellifera pour des raisons de rendement. Et nous, on a sélectionné aussi des races d'abeilles. Du moins, c'est ce qu'on croit, hein, mais c'est ce qui me paraît le plus plausible. On a quand même Apis mellifera. Nous, en France, on a toujours sélectionné des races d'abeilles très productives et très dociles, qui se défendent très peu. C'est aussi pourquoi on a payé très cher l'entrée du varroa en France en 1982, 82, qui s'est tout de suite propagé en France. Ça n'a pas été le cas avec Apis cerana, qui tuait les varrois, qui tuait d'ailleurs les abeilles qui étaient parasitées par le varroa, parce que c'est pas tendre une abeille, hein. Et Apis mellifera a laissé faire. Et sur le frelon, c'est pareil, au début, elles ont laissé faire, mais ça va changer. Alors, il y a des travaux qui sont faits sur différentes races d'abeilles, mais nous, on a travaillé là-dessus. C'est pas simple. D'abord, on n'a pas des races pures en France, on a beaucoup des mélanges. Mais la question est de savoir si, par exemple, les caucasiennes, les buckfast, les abeilles noires, toutes les races un peu qui sont travaillées en France, elles ont des capacités de défense différentes. Et j'avais une deuxième question. J'avais entendu parler d'un appauvrissement génétique qui aurait lieu chez les frelons. C'est faux, c'est vrai? Parce qu'il y a des études ADN. Bon, ouais. Ça se développe quand même, mais comme c'est toujours la même origine génétique. C'était supposé que du fait que c'est une seule fondatrice qui rentre, qu'il y ait de la consanguinité, oui. Et que ça ferait chuter les populations. Ouais, les populations, ça n'arrête pas d'augmenter. Voilà. Donc, je pense que c'est vrai. Sur certaines parties du cycle, je pense que c'est peanuts sur l'effet sur une échelle territoriale. D'une manière générale, les insectes sociaux, hyménoptères sociaux, les abeilles aussi, ont des systèmes génétiques qui leur permettent d'éviter la consanguinité, en accouplement par plusieurs mâles, etc., qui permet de remettre de la diversité. Parce que sinon, si on va par là, une seule fondatrice est rentrée sur le territoire français et en Europe, elles sont toutes cousines, petites cousines, s'accouplant avec leurs frères, avec leurs petits cousins, tout ça. Bon, on n'est pas chez les rois de France, là. Mais chez les insectes sociaux, c'est quand même pas... On a eu des problèmes de frelons avec les entreprises qui ont fait des lignes très, et dernièrement, il y a un organisme qui est venu et qui débarrasse de manière totalement différente. Je n'ai pas entendu parler de méthode, une sorte de poudre blanche. Alors, j'en ai pas parlé, c'est la méthode des perchistes, hein, d'injecter dans la perche. Actuellement, il y a deux autres techniques qui marchent bien, c'est injecter de la terre de diatomée, c'est ce que vous appelez la poudre blanche, donc c'est de la silice, hein. Terre de diatomée, hein, qu'on trouve dans le commerce, ça coûte pas cher. T'as fait des essais, toi, Michel, avec moi? Ouais. Ah ouais.
À nous, on voulait le tester au labo, on n'a pas eu le temps. C'est super efficace, hein, parce que ça va se loger dans les articulations des insectes, ils peuvent plus voler et tout. Bon, faut pas trop respirer ça quand même, hein. Dans la ruche, Oh, ça se transmet, ouais, les frelons qui se frottent les uns aux autres, mais bon, donc il y a ça. ça l'a plu, là, et j'ai détaché le nid à la main. Ouais, bah oui, il y a ça. Il y a ça qui a du potentiel, et puis sinon il y a une société en France qui essaye de mettre au point, et il y a des perchistes en Aquitaine qui l'utilisent, hein, c'est à l'eau chaude, à l'eau bouillante. Alors, une dernière question. Et ça donne des bons résultats. Le recto, oui. Est-ce que le frelon prend la place de l'abeille? Ah non, Vélutina, il pollinise très peu. Il n'est pas très carnivore, c'est pour nourrir les larves. Oui, mais il le mange, lui, et puis il se déplace pas, le pollen, il colle pas sur son corps, et Orientalis, par contre, est pollinisateur. Mais les frelons asiatiques, quand ils rentrent dans une ruche, c'est pour piller le miel, hein, c'est pas pour prendre les ressources en pollen. Ah bah quand il attrape une abeille qui a ses balles de pollen, il ramène ça avec, oui. Mais lui, il va pas. Le frelon européen, crabe roux et Vélutina, ils vont très peu polliniser, en fait. Par contre, ils vont dans les fruits. Eux, ils consomment des fruits. Orientalis, c'est pollinisateur, il va beaucoup plus sur les fleurs et. Eh ben, on sait pas trop, parce que si tous ceux qui ont regardé un peu, qui ont disséqué des nids, puis regardé un peu par technique ADN les insectes qu'on retrouvait dans un nid de frelon, c'est ce que je disais un peu au début, c'est que, en gros, c'est 30-40% d'abeilles domestiques, hein. Et tout le reste, c'est pas que des abeilles sauvages, c'est aussi des mouches et des papillons, de temps en temps, ils en attrapent, mais faut bien se dire que pour un frelon, pour attraper un insecte solitaire qui vole, c'est un travail de fou. Pour attraper un papillon qui vole, ou alors poser sur une fleur, il faut déjà l'attraper. Tandis que là, ils arrivent devant une ruche, ils apprennent l'endroit, c'est toujours le même endroit. Si on attrape des insectes isolés, c'est pas toujours au même endroit qu'ils sont, donc il faut les trouver dans la nature. Tandis que là, ils ont appris où étaient les ruches, ils reviennent, ils partent, ils font le trajet, pour ça, hein,